Elles se sont arrachées mon cœur et mes lèvres. Elles ont entaché mon cœur et mes rêves. Ils m'auraient tout donné sans jamais compter. Mais au fond de moi, c'est sur elles que je comptais. Comme un miroir qui m'en voudrait d'exister. Je suis la part du reflet à effacer. Mesdames me blâment sans connaître mon âme. Elles me jugent et me damnent. Mesdames me blâment, condamnées comme Jeanne à brûler dans les flammes. Ils me voyaient nue et pensaient me connaître. Elles m'en ont voulu de m'être découverte. Quand je suis sur scène, les hommes me désirent. Si seulement elles savaient que c'est elles qui m'inspirent. Comme un miroir qui m'en voudrait d'exister. Je suis la part du reflet à effacer. Mesdames me blâment sans connaître mon âme. Elles me jugent et me damnent. Mesdames me blâment, condamnées comme Jeanne à brûler dans les flammes. Si vous saviez comme j'aurais aimé que vous m'aimiez autant que je le fais. Loin de moi l'idée d'être parfaite. J'ai pas le choix, c'est comme ça que je suis faite. Mesdames me blâment sans connaître mon âme. Elles me jugent et me damnent. Mesdames me blâment, condamnées comme Jeanne à brûler dans les flammes. Bonsoir à tous, bonsoir, merci Clara. Merci Clara. Mesdames, mais oui, mais on l'adore mesdames Clara, non? Bravo. Ah mesdames, elle est canon cette chanson. Oui. Bravo, bravo, bravo Clara. Bienvenue. Je voudrais quand même vous présenter Mathieu. Ah, Mathieu. Alors, est-ce que ce micro-là fonctionne? Ben, je pense, oui. Ok. Normalement, ça fonctionne. Alors, en fait, j'étais hyper fière et hyper heureuse parce que Mathieu Canabi est mon ami. Ah. Et c'est surtout un très, très grand artiste qui, moi, m'impressionne beaucoup. Il est chanteur et compositeur et il m'a composé cette chanson. Donc, je voudrais qu'on l'applaudisse très fort parce que c'est grâce à lui. Voilà. Merci beaucoup. Bravo, bravo. C'est mignon, c'est mignon. Franchement, c'est trop mignon. Ça va, Mathieu? C'est sympa d'avoir un petit bisou de Clara Morgan quand même. Eh, c'est stylé. Un peu plus de bruit pour Clara. Ah. Franchement, stylé, non? Merci Mathieu, merci Mathieu. Bravo Clara, comment ça va? Bienvenue. C'est face à Hanouna, on est samedi. Alors, Cyril a changé. Un petit virus. Il a changé. Non, pas un petit virus. Non, pas un petit virus. Il a un tournoi de paddle. Voilà. Donc, il y avait un gros challenge là, donc voilà. Et Gauthier Donc, aussi voilà. a un tournoi de paddle? Voilà. Pardon? Gauthier aussi a un tournoi de paddle? Gauthier aussi a un tournoi de paddle. toujours en forme. Il va au soutien. Il va au soutien. Bienvenue, merci d'être avec nous. On est sur C8, on est samedi, on est très heureux de vous Gauthier s'y est mis retrouver. au padel parce qu'il a compris que Ça c'était vous- une meilleure proximité à Cyril. Ça va Laurent? Très bien. Pardon, ce je soir. parlais, mais vous faites comme ça. Ça va? Pardon une fois. Il va falloir que je crie, c'est ça? Bienvenue. Pardon, Bon, Pascal. ça va, vous allez bien Laurent? Super bien. Ah d'accord. Bon, vous allez bien, ça me fait plaisir de vous voir. Polska aussi. Mais oui. Ça va? Ça va et vous? Raymond? Oh. Moi, je suis très heureux de te voir. Oh ouais, moi aussi je suis moi, je suis contente, très heureux de te voir. Juliette, Ouais, moi, pareil. Gilles, Ah oui. merci d'être là. Alors on a la mère Noël, Oui. comment ça va? Ça va très Sarabaya? bien. Ça va très bien. C'est l'esprit de Noël? Oui, c'est ça. Bah, c'est la dernière pour moi. donc, Ouais. Ah, c'est la dernière? pour moi, pour de démarrer. l'année. Ah, Moi, de juste l'année. pour, de l'année, ouais, bien Oui, sûr. de l'année, oui. C'est la Face à dernière. Hanouna revient évidemment Oui, en dernière, janvier. janvier. Et demain, vous retrouvez Cyril, bien sûr. Comment ça va ce soir? Bah, écoutez, très bien et on est ravis de vous avoir. écoutez, moi, Même je suis si Cyril a un contente. tournoi de paddle, on est heureux Mais de vous avoir. ouais, il y a tournoi de paddle, c'est très important, vous savez, c'est très important. Ah, je l'adore.
Sophie, je suis trop contente de la Mais revoir. ça me fait hyper plaisir. Mais oui, ça faisait On très se voit longtemps. plus. Maintenant, Mais non, vous on se avez voit pris plus. deux intellectuels. Voilà, Donc j'avais plus ma place, forcément. Évidemment. Moi, je suis trop contente de voir Ah cette oui, on a forme. enfin payé ma rançon. Je suis contente. Voilà, je suis sortie. C'est vrai, merci d'être là, Bernard Montiel. Oh là là, Bernard. J'adore Bernard Montiel. Regardez-moi cette ligne superbe. Bernard Montiel, le temps n'a aucun effet sur toi. Ah, vous savez que je vous aime. Hein. Bah, moi aussi, je Depuis vous le aime début, tellement. T'aimes tout le monde alors? Non, Ouais. tu Non, sais il y a quoi pas tout le monde. Avant même qu'elle rentre dans notre boîte, dans notre famille, et qu'on est tellement heureux qu'elle soit avec nous, on s'était appelés Mais c'est vrai. et j'avais dit qu'est-ce que je suis heureux que vous veniez. Ouais, avec beaucoup d'élégance. Hein. Mais oui, bon Bernard. Alors Clara Morgan, merci d'être là. Bravo pour la Elle est prestation. Ah Elle non. est jalouse. Parce que j'ai dit à Clara avant, en répétition, où elle était merveilleuse déjà, parce qu'il faut quand même dire qu'elle a chanté en direct, en live. Ça, c'est formidable de le faire, parce que c'est très difficile à faire, parce que les studios télé ne sont pas prévus pour le live. C'est l'animateur de variété qui s'exprime. Ouais, là. c'est ça, c'est ça. Qui revient. Ouais. Sur la patate. Une très grande star à l'époque. Alors Clara Morgan, elle fait tout. Clara Morgan, elle chante, elle fait du théâtre, elle écrit des romans, les meneuses de revue. Qu'est-ce que j'oublie encore? Clara, vous avez une vie de dingue. Une vie de dingue. J'ai pas mal d'énergie Ouais. et j'ai la chance de pouvoir avoir des gens qui sont là, qui viennent voir mes spectacles, qui Bah, c'est un carton. prêter Hein. une petite oreille à ce que je fais, donc j'en profite. Et j'ai l'impression de faire qu'un seul métier, moi, c'est celui de l'expression. Voilà, À l'expression. travers l'écriture, la chanson, c'est un peu la même chose. D'ailleurs, cette chanson, je l'ai écrite. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas si évident de passer d'une C'est chanson dur, à un d'être- roman. Je pensais pas en Ouais. être capable, mais voilà. Clara, c'est dur, les femmes, les relations avec les femmes, c'est dur. Alors ça l'a été toute ma vie. Ah. Et je Pourquoi ne elles sont comprenais jalouses, pas, les femmes, non Non, j'ai pas dit ça, mais. Mais peut-être si, depuis- non, peut-être qu'il y a des femmes qui En fait, sont c'est jalouses, pas, non, c'est Juliette? pas tout à fait ça que je dirais. Bah oui. Si, les mais femmes sont jalouses, Elles sont c'est très jalouses. Je dirais pas tout à fait ça. Je dirais, je le dis dans mon spectacle qui est une ode à la femme. Je suis entourée de femmes. Alors c'est marrant, mais depuis que j'ai 40 ans, tout a changé. Et j'ai eu envie de faire cette chanson justement par rapport aux 40 années précédentes où ça n'a pas toujours été facile, les relations avec les femmes. Et aujourd'hui, je sais pas ce qui s'est passé, mais je n'ai plus que des femmes. De mon agente, à mon attachée de presse, à ma collaboratrice, à toutes les artistes qui sont sur scène avec moi. Je choisis les femmes et enfin, peut-être elles me choisissent un peu. Et cette chanson, c'était un appel à la solidarité féminine, un appel à la sororité et surtout une déclaration d'amour parce que qu'est-ce que j'aime les femmes. Et j'avais envie de leur bravo, dire. applaudir Clara. Nous aussi, on adore. Polska, franchement, on adore Clara Morgan. Et moi, j'adore. Franchement, c'est un exemple. Ah, c'est un exemple. Ah, mais oui, vraiment. C'est vrai? Tu voudrais avoir la même carrière? Ah, mais de ouf. Ouais. Franchement, j'adore. Bon, elle fait tout, là. Elle fait tout, Clara. C'est vrai, t'as sorti un livre aussi. Oui. Ne m'appelez pas Emmanuel, parce que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Emmanuel, c'est votre vrai prénom. Exactement. Emmanuel. Pourquoi Et vous avez comme on le- changé? Parce qu'il était connoté Ouais. et que je voulais mes propres connotations. Emmanuel 1, Emmanuel j'ai- 2, Emmanuel 3, Voilà. Emmanuel 4. On m'a beaucoup embêtée à l'école Mais on avec sait, ça. on a mais lu ton c'est livre. surtout que quand j'étais petite, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je ne savais pas pourquoi on m'embêtait. Et c'est vrai que c'était un prénom qui était déjà chargé érotiquement. Et depuis l'enfance, eh bien, j'ai ça sur les épaules un petit peu. Et quand j'ai grandi, j'ai décidé de reprendre ma féminité, sexualité, autorité, tout ce qu'on veut en main. Et du coup, j'ai changé de nom pour pouvoir me réapproprier ma personne. Ouais, Clara Morgan. Et on apprend aussi, alors c'était votre prénom Emmanuel. Oui. Vous avez grandi dans une famille très catholique. Oui. Incroyable, parce que le parcours, il est quand même pas évident quand on grandit dans une famille très catholique. Après, se tourner En dans psychanalyse, l'univers. on vous dira que c'est pratiquement normal, du coup. Ah bon? Ouais. Ah bon? C'est une réaction. On est rebelle quand on est jeune. C'est la transgression. C'est la Donc transgression, du coup, de c'est passer ça de l'église, tu sais, habillé en long, là, comme ça, hop, la culotte en l'air. Ah, Clara Morgan, mais c'est vrai, incroyable. Je sais pas si ça mérite un applause, mais on va Mais y non, mais je sais faire, pas. Mais non, mais il a raison, c'est vrai que c'est énorme. Non, Mais mais Clara, en réalité, on m'appelait sœur Emmanuel quand j'étais petite. Ah, bon. Et c'est vrai que... Ah, j'ai mes ears. non, tout va bien. On m'appelait sœur Emmanuel quand j'étais petite. Et c'est vrai que j'étais assez prédestinée à ça. Je brûlais des cierges dans ma chambre. Ma mère avait peur que je foute le feu à la maison. Et c'est vrai que ça a été une déception, le fait de côtoyer les sœurs, parce que j'ai eu ma première alarme quand j'ai constaté le manque de joie. Et le manque d'amour. Et je me suis dit, s'il n'y a pas assez de joie et pas assez d'amour, c'est que c'est pas la bonne voie. C'est pas la voie de la raison, c'est pas la voie qui me va. Et alors, c'est sûr, j'ai fait des choix qui sont particuliers, mais je pense que j'en avais besoin pour pouvoir me trouver. Et j'ai entendu une phrase il n'y a pas longtemps qui m'a beaucoup parlé. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais ce n'est pas
ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais c'est en traversant l'ombre. Et effectivement, je pense que j'ai eu besoin de passer par l'ombre, de rencontrer tous mes fantômes, toutes mes peurs, pour pouvoir renaître. Et voilà, je dirais que chacun son chemin. Et j'ai envie de dire à ma fille, et je le fais beaucoup sur scène, d'aussi bas que l'on puisse partir, quand on rêve grand et qu'on travaille fort, je pense que tout est possible et je veux dire ça aujourd'hui. Bon, bah, c'est très beau, ça. Bravo, Clara. Bravo. Mais n'empêche que, je sais pas, passer de la famille catholique à cet univers. Alors, évidemment, on vous a beaucoup posé la question, mais ça paraît dingue. Peut-être pour les téléspectateurs qui vous découvrent, vous basculez comment de cet univers religieux, l'univers catholique, au monde du X? Là, vous parlez de 20 années. Ça s'est fait progressivement, c'est ça? Oui, non, il y a 20 ans qui séparent cette année du X. Et c'est vrai que ça a été pour moi un grand coup de gueule, une façon d'être... Enfin, j'étais très rebelle. On me prédestinait au métier de la banque. L'enfermement, pour moi, c'est une angoisse absolue. Et j'ai explosé, oui, en plein vol. J'ai pris les possibilités qui étaient devant moi. J'avais envie d'emmerder le monde un peu, je crois. Mais tout ce qu'elle a fait, de se libérer, tout ce qu'elle a fait, c'est d'abord de se libérer, bien sûr, mais elle a toujours fait avec élégance. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec toi, tu te souviens? Et c'est une fille remarquable, absolument délicieuse, brillante. Et tout ce qu'elle le fait avec élégance. Et ça, avec l'envie de Spinoza, qui est l'envie puissante. Et c'est vrai que ça, quand on a un parcours comme le mien, où on passe par des étapes qui sont un peu difficiles ou pas compris de tous, je trouve que c'est un moteur incroyable. C'est l'envie puissance, le désir puissance de Spinoza. Il n'y a pas plus moteur, plus important, plus efficace que de celui de devoir se prouver sans cesse qu'on mérite sa place et de pouvoir le prouver aux autres aussi. Ben voilà, vous faites une live là ce soir dans Face à Nouna. Oui, Laurent. J'ai une question, Clara. On se connaît depuis 250 ans. Non. Et déjà, nous, à l'époque, quand on te recevait, soit chez Coé, soit sur nos émissions, on se disait toujours, c'est une Miss France. C'est la seule actrice, de X, qui, quand elle arrivait, avait le statut de Miss France, la beauté d'une Miss France, la classe d'une Miss France. Elle n'a pas été Miss France, évidemment. Et, ça vous aurait tenté, Clara? En fait, à un moment, quand j'avais 19 ans, comme vous avez pu le constater, j'ai fait ce que je pouvais. Et m'exposer, ça a été. Mais la question que je voulais te poser, c'est simplement que j'ai lu ton bouquin et je trouve que tu viens de parler de Spinoza à l'instant là. Ouais. Tu parles beaucoup de grands auteurs, tu parles beaucoup de philosophie. Je suis très jungienne. Voilà, de psychanalyse, etc. Est-ce que on a l'impression presque que c'est un besoin que tu as de référencer tous ces gens-là dans ton livre? Je l'ai lu, je me suis dit, tiens, putain, Clara Morgan. C'est mon chemin. Tiens, Clara Morgan, Jung, Clara Morgan, Freud. C'est mon chemin. Et on sent que ça t'a rempli. Ouais, et la question, c'est, est-ce que, après avoir été un joli body et un corps incroyable, etc., tu avais envie aussi qu'on te reconnaisse comme quelqu'un d'intelligent, instruit et qui réfléchit? Après, maintenant, j'ai 40 ans passés. Ouais. Je sais très bien qu'on ne fait pas 20 ans ce métier. En ne travaillant pas et en ayant une chance, il y a 20 ans, d'avoir fait 1 an de X avec son mec. C'est pas ça, parce que des filles qui ont fait du X et des hommes, il y en a beaucoup. Et je pense que c'est la vision, l'espoir qui fait transcender les choses. Et j'en parle beaucoup parce que c'est mon chemin, parce que ça m'a aidée quand le Covid est arrivé. J'ai eu un grand vide et j'ai, comme beaucoup de gens, je pense, fait un burn-out pratiquement parce que je ne pouvais plus être Clara. Je ne pouvais plus aller dédicacer, faire mes spectacles. Je ne pouvais plus être ça. Donc, je me suis demandé qui je suis. Et je suis revenue à Emma. C'est ça. Et c'est pour ça que toutes ces rencontres m'ont aidée dans cette période. Et vos relations avec votre fille, comment ça se passe? D'assumer une maman telle que vous êtes. Vous savez, ma fille n'en est pas du tout là. Ma fille est très heureuse, épanouie. Elle est à l'école de cirque. Elle vient de faire sa première sur la scène de mon spectacle parce qu'elle est très forte en hula hoop. Et à force d'envoyer des hula hoop dans toute la maison à tenir des minutes entières avec tout est cassé chez vous. Voilà. Donc en fait, maman, évidemment, donc elle vient de faire sa première scène devant 1100 personnes à Montpellier. Génial. Et c'est vrai que voilà, elle vit l'euphorie de ça. On a la chance de pouvoir réaliser nos rêves, presque les siens, en l'inscrivant déjà à l'école de cirque. Voilà, donc ces questions-là n'en sont pas du tout les siennes. Non, c'est pas les siennes, c'est marrant. Regardez un extrait de votre spectacle, justement. Et bleu, crayon bleu, 50.
pensez quoi? Ouais, franchement. Moi, j'adore et j'ai adoré le livre. Ne m'appelez pas Emmanuel. Et dans le livre, il y a une scène époustouflante de sensualité, d'érotisme, d'amour à trois. Comme le livre est un peu autobiographique, est-ce que cet amour à trois, donc 2 femmes et un homme, vous l'avez vécu? Qu'est-ce que ça vous intéresse énormément? Question. Dites la vérité, vous êtes venu sur ce plateau exprès pour me poser cette question. Ah ben non, mais la scène, c'est la scène majeure, enfin voilà, c'est le point culminant du livre, vous êtes d'accord? C'est un passage très important pour moi. Je rappelle que c'est un roman dans lequel j'ai évincé Clara Morgan, parce que sinon je ne pouvais pas vraiment m'exprimer sur mes sentiments, et j'ai dû passer par le roman pour m'exprimer. Et au lieu de choisir le nom de Clara Morgan, je suis romancière dans ce roman, et j'ai choisi le pseudo de Romane Lagrasse, qui, vous l'avez noté, est l'anagramme de Clara Morgan. Ah oui, les mecs. Là, on a scotché, là. Bravo. Et donc, c'est vrai que je joue entre réalité et fiction, et je ne répondrai pas à cette question ici, Gilles. D'accord. Raymond, ça t'inspire quoi, là, toutes ces... Moi, je suis admiratif de son parcours parce que c'est une touche à tout. Elle fait tout, elle passe d'un univers à un autre univers, elle lâche pas l'affaire, comme elle dit. Il y en a plein qui ont fait du X pendant 1 an, on les a jamais revus, ils sont aux oubliettes. Elle continue, elle est toujours là. Et si ça marchait pas, ces spectacles, elle n'en aurait fait qu'un et terminé, on aurait pu entendre parler d'elle. Si elle est encore sur scène, bah, c'est que ça marche. Après, s'il y a un truc avec une histoire de 3, moi, je fais rien dimanche. Toute la semaine prochaine, je peux décaler tes PMP toute la semaine prochaine s'il y a un truc à 3 à faire. Non, mais c'est pas ça, c'est pour rendre ça. En parlant du spectacle, je veux juste dire une date, parce que c'est un rêve de petite fille. On a la chance de faire Bobino le 26 février. Il y a des places encore? Le 26 février, ça se remplit vite. On est à Bobino à Paris, donc claramorgan.com, il y a toutes les places. Et Clara, ça vous embête quand on vous ramène toujours à cette histoire? Mais pas du tout, sinon je ne serais pas là et j'arrêterais ce métier. Moi, j'ai vraiment foi en l'effet papillon, au destin, à toutes ces choses qui sont prédestinées. J'en parle beaucoup dans mon livre. Et je pense que vraiment, c'était mon chemin pour arriver jusque-là. Et je ne changerai pas une virgule parce que j'aurais trop peur de changer quoi que ce soit de la naissance de ma fille à ma présence ici. Ah, génial, Sophie. J'ai trouvé, moi j'étais assez scotchée par les paroles de la chanson. On sent que c'est vraiment un truc qui vous tient à cœur. Et je me suis demandé, parce qu'en fait, souvent, les haters, c'est vrai, sur les réseaux sociaux ou quoi, ce sont les femmes entre elles, quoi. Il y a une espèce de haine absolue. Je parle de ça, en fait. Voilà, je sais, mais moi, je suis un peu comme vous. Je considère qu'en fait, déjà, on nous tire suffisamment dessus, en fait, de l'extérieur. Donc, si on peut serrer les coudes, c'est quand même pas mal. Ce serait peut-être un peu plus intelligent. Comment vous avez vécu ça, justement, cette espèce d'agressivité? Et qu'est-ce que ça raconte d'elle, qui avait fait une analyse, etc. Enfin, j'ai l'impression que vous êtes plutôt assez cortiquée. Qu'est-ce que ça peut raconter des femmes entre elles, justement, le fait que vous soyez dénudées, etc. Qu'est-ce que ça vient leur chercher chez elles, en fait? Je pense que c'est pas inné. Je pense que c'est la société qui nous affronte, confronte et qui nous dit que pour réussir, il faut être plus belle, plus intelligente, plus forte. On est dans cette fuite en avant. Et mais c'était quoi les critiques, par exemple? En fait, très rapidement, j'ai été plutôt étonnée. Parce que quand je suis arrivée, moi, je croyais que j'allais me faire plein de copines. J'étais très, très naïve. Non. Et même les filles du métier du X, que je n'ai pas continué, tout de suite, c'était pas très facile, les relations. Et du coup, j'étais peinée. Et j'ai transformé cette tristesse en énergie pure de joie pour faire et pour dire c'est pas grave, un jour peut-être on se rencontrera, un jour peut-être on s'aimera. Et maintenant c'est moins trash. Mais c'est incroyable, il n'y a que des femmes autour de moi. Bon, c'est aussi parce que j'ai la chance de pouvoir les choisir. Voilà, et cette chanson, vraiment, je ne l'ai pas écrite pour moi, je l'ai écrite pour toutes les femmes qui pourraient ressentir cette difficulté entre nous, pour les relations. Et je me suis dit, espoir, à la fin, on peut s'aimer, quoi. Non mais c'est normal quand un couple, on voit Clara Morgan à la télé, t'as le mec qui bave et t'as la femme est énervée. Non, alors je vais dire quelque chose. C'est hyper caricatural des femmes, le truc que tu dis. Excuse-moi, ma femme, quand elle voit une belle nana à la télé, elle regarde une belle nana à la télé, elle regarde pas si je la mate. Tu te fais engueuler aussi si tu regardes et que tu dis qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est sympa, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est sympa, et après tu regardes ta femme. Et elle est en colère. Je plaisante. Même pas. Non, mais juste une chose pour rétablir. C'est vrai que c'est chose incroyable. Il n'y a que des couples
qui viennent voir mon spectacle. c'est ce que j'allais demander. J'ai 1000 personnes, c'est vraiment que des couples. Et souvent, les femmes viennent me voir à la fin en me disant « Je suis sympa, hein, c'est moi qui ai acheté la place. Ah, bah oui, bah, tu veux c'était un bon J'adore anniversaire. ça, parce que... Et du coup, elles me disent... Ça mène de l'eau au moulin de Bernard Montiel. Non, mais... Et du coup, elles me disent, ça a été l'occasion de vous découvrir. Et c'est vrai que du coup, elles sont plutôt étonnées que ce soit un spectacle qui soit dédié aux femmes, qui est une ode à la femme, même si les hommes sont évidemment très contents de voir plein de femmes dénudées. Mais c'est quand même le message qui est une ode à la femme. Dites-moi, Clara, est-ce que c'est vrai cette information que vous auriez si vous déconcentré... Non, si vous racontez l'histoire du PSG, par contre, je rappelle Cyril maintenant. Ouais, mais appelez Cyril maintenant, pourquoi il ne faut pas raconter l'histoire? Non, je plaisante. Déconcentrer des joueurs. Ah bon, qu'est-ce que vous avez fait? Mais c'est faux, mais totalement. Déconcentré en allant dans les vestiaires, j'adore. PSG Marseille en plus, c'est ça? Exactement, le PSG. Avec le journal, à l'époque, FHM, j'ai été voir, dans le cadre professionnel, un match OM-PSG avec, en plus, Michael Youn. À un moment, on nous dit, il y a une interview à faire. On a traversé une toute petite partie. On n'a jamais été dans les loges. Enfin, les loges, c'est même pas dans les vestiaires. Les vestiaires. Les loges, c'est pour les artistes. Traverser un petit bout de truc, mais rien à voir. On n'a jamais croisé personne. Et donc, effectivement, comme, je ne veux pas dire du mal, mais PSG a perdu, c'est devenu de ma faute. Ah, exactement. C'est vous, et donc, c'est ça. du coup, on dit vous avez déconcentré les joueurs du PSG. Ils ont dit c'est normal qu'on ait perdu. Ils ont envoyé la Marseillaise pour nous déconcentrer. Donc c'est tout à fait faux. Franchement, c'est un faux procès. Bien sûr, je les ai attendus en porte jartel. Je suis sûre qu'ils auraient bien aimé. Je suis sûre qu'ils auraient bien aimé. Donc c'est pas vous. Vous n'êtes pas responsable de ça. Vous dites c'est une fausse info. C'est Barcelone. C'est pas mal. C'est vrai que bon, vous auriez pu les motiver. Au contraire. Je sais pas. Je ne sais pas quoi répondre à ça. C'est totalement faux. Mais vous auriez pu aussi entretenir la légende, qui est quand même une légende assez. C'est une vraie légende, non, mais on en parle assez régulièrement. C'est flatteur. Et puis alors, dès qu'il y a l'OM PSG qui se rencontrent, allez, c'est reparti dans les articles. Mais Fort Boyard, vous ne voulez pas y participer? À Fort Boyard, j'ai peur. Mais pourquoi? Parce peur que de quoi? J'ai peur de sauter dans l'eau, j'ai peur de tout ce qui est hauteur, etc. Les serpents. Les petites bêtes. Ma fille est totalement fan de l'émission. On est obligé de toutes les regarder l'été. Et à chaque fois, elle me supplie, mais je ne suis pas prête. Mais j'ai promis un truc, c'est que quand ils feraient une adulte avec leur... Enfin, une émission spéciale adulte avec leurs enfants, je serais obligée. Ah, donc voilà, on verra si peut-être un message à faire passer à la production, ça, parce que ça ferait un gros carton, ça. Fort Boyard. Un gros carton. Vous avez peur de quoi? C'est quoi votre plus grosse peur, Laurent? Moi, ils m'ont proposé il y a 6 mois. Pascal l'a fait d'ailleurs pour une asso et moi, je n'y suis pas allé. Ouais. Un peu le même. Alors j'ai un peu dit que j'avais des rhumatismes, fatigué et tout ça. Parce que c'est un peu compliqué de dire, vous choisirez vous-même vos épreuves, sauf qu'il n'y a aucune épreuve que tu as envie de faire. Non, mais c'est surtout que celle que tu dis absolument pas, c'est celle-là que tu feras. Voilà. Exactement. Non. Ah, je sais pas, il faut demander à Gilles. Ça vous tente pas? Ça me tente pas tellement. Moi, ma phobie, c'est les clowns blancs. Alors j'ai peur qu'ils me mettent un clown blanc à Fort Boyard derrière, là, et là, terminé. Et là, je cours. Les clowns blancs. Ah ouais, j'adore. Juliette, non? T'as jamais proposé? Moi, ma grande phobie, c'est la peur du vide, mais je l'ai développée. Je suis pas du tout née avec. Je faisais beaucoup d'escalade quand j'étais gamine. Tout allait bien. Et petit à petit, j'ai développé une peur du vide tellement irrationnelle que je peux même plus regarder une vidéo de quelqu'un qui a besoin de se confier, il faut l'écouter, c'est important pour elle. Je comprends. C'est normal. Fort Boyard, c'est hors de question, quoi. C'est normal. Autour de ce plateau, Fort Boyard, Bernard, non? Ah, moi, je kifferais le faire, par contre. Mais ils veulent pas de vous, hein. Merci, Gilles. Non, alors moi, je l'ai fait une fois, je le ferai plus jamais. Parce que, alors là, je ferai plus jamais. Alors, on vous interviewe un peu au départ, on vous demande de quoi t'as peur. Moi, j'ai peur de rien, sauf d'un truc, c'est d'être enfermé. Tu sais, claustro un peu. Ils t'ont mis dans le cercueil. Ouais. Et je connais l'émission. C'est d'être claustro. Je suis claustro. Tu vois, c'est tout. J'ai maintenant les serpents, les araignées, les cafards, tout ça, je m'en fous. Les rats, je m'en fous. Et même les attraper, je m'en fous. Sauf, je n'aime pas être enfermé. Je suis claustro. Évidemment, donc le cercueil, le tuyau, machin, j'étais coincé comme ça. Une angoisse. Alors, tu sais, à la télé, tu essaies de faire bien. En fait, j'étais dans un état lamentable. Ah non, plus jamais. C'est des petits vicieux. Ouais. Et tu rajoutes pour ceux qui ont un peu dans mon point que t'es quand même habillé dans une espèce de t-shirt tout moulant où t'es comme ça, quoi. Ah ouais. Et t'es filmé de derrière, de devant. Ça, c'est votre faute, hein. Avec la GoPro. Oh non. Mais je me souviens d'ailleurs, Laurent, le jour où tu devais le faire, on était ensemble, je t'ai vu. Et tu m'as dit, non, je crois que je vais pas y aller. Et en fait, il s'est dégonflé au dernier moment. Je les ai prévenus 15 jours avant, j'ai eu honte. Tu l'as pas fait? Pardon à l'équipe de... C'était cassé la jambe. J'ai la phobie des petits messieurs qui courent avec des clés, moi. J'ai pas...
plus, j'y vais pas. Moi, j'adorais le faire. Polska, ça te dit pas, toi? Ah ouais. Moi, j'aimerais trop. En plus, moi, je donnerais des fausses peurs. Comme ça, si on donne l'épreuve, bah Ah oui, il faut tricher. Bah oui, je peux tricher. Bah oui, donnerais je pense qu'il faut tricher parce que tout le monde le sait maintenant. Donc je pense que tout le monde fait ça, non? Tout le monde fait ça, je sais pas. Encore une fausse peur. Ouais, encore une fausse peur, mais ça cartonne en tout cas. Ça cartonne cette émission. et puis ça... Mais c'est super, les enfants adorent. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Clara Morgan. Merci d'être venue ce soir. Dans Face à Hanouna sur C8, le live, le livre. Allez, donc Bobino, les places. Bobino, très le 26 février. Bon, venez. Attention, voilà, allez-y parce que ça passe très très vite et c'est un très très beau spectacle. Merci beaucoup à vous d'être venus ce soir. Dans Face à Hanouna. Allez, on va passer aux infos de la semaine. Les infos de la semaine. Alors, les infos de la semaine. ChatGPT. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de ChatGPT. On ne parle que de ça aujourd'hui. C'est capable de tout. Parce que c'est trop bien. Non, mais c'est un truc de dingue. Moi, je suis addict. Moi, mes enfants, mais c'est pratique, hein. ils me disent, non mais attends, c'est pratique, mais en fait, ça remplace tout. Ouais, c'est génial. Non, c'est Moi, quand je pense que j'ai fait 3 ans de master à avoir 5 sur 20 en Excel et que maintenant, il suffit de dire ce que tu veux à ChatGPT, ça te fait des tableaux Excel dans tous les sens, etc. Ça va changer notre vie. On s'en rend même pas compte à quel point. Ah oui. Et on va arrêter de réfléchir. Non, moi, je suis pas pour ça. moi. Toi, t'es pas pour ChatGPT? Bah non, le niveau il baisse, tout baisse, l'école baisse, on voit bien que le niveau baisse de tout, les textos, personne sait écrire, personne sait lire, tout le monde est en train de se mettre à mon niveau, à moi. Donc moi ça m'arrange, personne va savoir lire et puis personne va savoir écrire. Mais tout le monde est en train de se bêtiser avec ça. Tout le monde est en train de se bêtiser, on cherche plus par nous-mêmes. On a un truc, tu te parles à un gars, tu es en train de lui parler, tu lui dis quelque chose. Il est sur Google, il vérifie. Il dit non, c'est pas vrai ce que tu viens de me dire. Regarde, c'est en 1900. Arrête de revérifier. Mais tout. c'est ça, Il vérifie c'est quoi ta solution, tout. Raymond? Tu fais un cadeau à quelqu'un, tu lui offres des baskets, il va avoir tout de suite le prix des baskets que tu. C'est insupportable. On peut même plus être un crevard. Il est obligé de lâcher l'oseille. Mais ça, c'est Internet, c'est pas ChatGPT. Revenons dans les années 80. Allez, on passe à l'info de la semaine. ChatGPT qui a classé les meilleurs présidents de la 5e République. Et on peut dire que ChatGPT et moi, on a choisi le même président pour la dernière place. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi. On va commencer par le meilleur. C'est ChatGPT qui le dit. Hein. Le meilleur de la 5e République. Le top 1, c'est quoi, à votre avis? De Gaulle. Ouais, il est indéboulonnable. Mitterrand. Mitterrand. Vous dites Mitterrand par hasard. De Gaulle. Non, c'est pas François Mitterrand. Non, regardez, ça va s'afficher. Derrière moi, c'est... De Gaulle. Le grand Charles. Ouais, le grand Charles. Mon père, il avait un portrait dans le garage et tout. Il bricolait devant le grand Charles. Non, mais les gaullistes sont indéboulonnables. Après, je ne sais pas quels sont les critères de ChatGPT pour avoir choisi le meilleur. Non, mais ça reste dans la conscience collective. C'était la résistance, c'était après la guerre, c'était Londres, c'est tout ça. Ça reste Numéro 2, réfléchissez bien, 5e République. Alors moi, je dirais Mitterrand. François Mitterrand. Mitterrand était un très bon président. Pourquoi, à votre avis, Gilles? Pourquoi il a laissé cette... Il a marqué la gauche. C'était une époque, voilà, la gauche qui arrivait au pouvoir. Pour la première fois. Et puis ce côté mystérieux, charismatique, quoi qu'on en pense après. Mais voilà, c'était un personnage. Ce qui est marrant, c'est que vous donnez votre avis comme des gens à qui on aurait demandé dans la rue. Là, je vous rappelle que c'est à ChatGPT qu'on a demandé ça. C'est incroyable. Et que la réponse pourrait être un peu plus maligne que ce que vous dites. Il y a peut-être la peine de mort pour ChatGPT. C'est que voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur action précisément, le temps qu'ils ont duré, et je pense que l'intelligence artificielle a dû étudier tout un tas de phénomènes, les décisions qu'ils ont prises, les grandes décisions, l'abolition de la peine de mort, tu as tout à fait raison, etc. Le mur de Berlin. Oui, mais au-delà de ça... C'est pas parce qu'ils ont laissé, c'était après la guerre ou quoi que ce soit, je pense que c'est l'IA qui a décidé là. Et l'avortement ça réunit quand même, ça part sur des critères aussi avec les articles qui ont été faits aussi par les journalistes. Donc si vous avez des présidents qui ont été descendus par la presse et tout ça, forcément, ils vont arriver en dernière position. Parce que tu as les faits d'actualité aussi, comme il dit. Justement. Et les conflits, tout ça. ChatGPT, c'est vraiment algorithmique, en fait. C'est algorithmique. C'est totalement algorithmique. Donc, en fait, quand tu demandes un truc à ChatGPT, il va te donner ce qui est ressorti le plus, le nombre de recherches, etc. Pour le compte. Donc, c'est bidon. Donc, on est évidemment, Mitterrand 2, forcément, c'est bidon. C'est pas forcément bidon, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas par rapport forcément à ce qu'ils ont fait pendant leur mandat, c'est plutôt par rapport à la popularité, je pense, moi. Non, mais en 81, l'avènement de Mitterrand, c'était quand même les radios libres, c'était aussi la peine de mort. Pour l'avortement avec Simone Veil. L'avortement, c'était Giscard. Ce qui est pris en charge également, ce sont les sondages. Les sondages, c'est ça, la popularité, c'est la popularité. Exactement, les codes de popularité. Il y a certains présidents, on va le voir peut-être en queue de peloton du classement, qui ont une cote de popularité qui est très basse. Vas-y, continue le classement. Voilà, allez, on continue le classement. Je vais vous donner 3-4. Allez, en 3, il y a Georges Pompidou. En 4, Jacques Chirac. 5, Valéry Giscard d'Estaing. 6e position selon vous. Nicolas Sarkozy.
Ouais, pas mal, Carla Baya, pas mal. 6e position. Nicolas Ça m'étonne qu'il soit pas. J'aurais pensé un meilleur classement. Ça m'étonne qu'il soit pas plus haut. Moi, je le mettrais plus bas. Mais je pense qu'il crispe. C'est-à-dire qu'il a fait des sorties qui sont peut-être. restées effectivement. Peut-être. Et il n'est pas resté si longtemps. Bah non. Non. D'ailleurs, ceux qui sont bien classés sont ceux qui ont fait soit 2 quinquennats, soit un quinquennat, un septennat. Regardez, vous allez voir. Ouais, et est-ce qu'il n'y a pas un phénomène aussi, parce que nous, on est quand même parisiens, on aime bien Sarkozy, c'est vrai, les Parisiens aiment bien Sarko, mais est-ce que les Ça Français... dépend lesquels. Peut-être En province, ils adorent Sarkozy. Je sais pas, c'est pas un truc Je parisien. pense que Demande à Nicolas Verdun. Sarkozy, Tout le monde adore Nicolas Sarkozy, c'est incroyable. Je sais pas si vous voyez des vidéos sur les réseaux sociaux, Code de c'est-à-dire popularité de que folie. voilà, il a un charisme. Oui. On aime ou on n'aime pas Nicolas Exactement. Sarkozy. Oui, mais enfin. Nicolas Sarkozy a un charisme. Je sais pas si vous voyez les petites vidéos sur les réseaux sociaux de coaching. De là à dire que c'est un des plus grands présidents, faut Non, arrêter. mais Sarkozy, Rivière. crispe. Oui, il est clivant, vous avez raison. Il est clivant, Moi, vous avez le raison. truc qui m'a étonné, c'est le prochain nom que vous allez donner, qu'il soit classé aussi bien. Emmanuel Macron. Bon, ouais, exactement. 7e position, Emmanuel Macron. Macron, bah oui. Comment ça aussi bien? Bah, pourquoi vous l'auriez mis en dernier? Bah, au moins. Il est derrière Sarkozy. Bah oui. Je pensais qu'il aurait pas été loin. Il y a Hollande après lui. Ah ouais. Bah, il est après que des présidents non, mais- membres. Ça aurait pas pu être après Hollande. Bon, là, c'est trop facile. Non, Donc, mais le c'est pour pire ça. président, Bah Hollande. selon ChatGPT. François Hollande. Ouais, François Hollande. Vous voyez que j'avais raison sur les critères qui sont utilisés pour dire que... Parce que même ceux qui n'aiment pas Hollande, ils reconnaissent que quand il a travaillé sur le plan économique, il y a quand même eu des évolutions et que le pays a été mieux. Donc je ne comprends pas. Alors, quand vous me dites, parce que je te dis toi, mais je croise plein de gens qui me disent, ouais, François Hollande, il a été bien. Il a rien fait, il a eu juste un truc. Il a eu juste un truc. On l'a pas vu alors. On l'a pas vu. Il a eu juste. Et en fait, il n'y en a pas un qui connaît l'intelligence artificielle, À tout de mais suite. le militantisme, Sur tout C8. Merci d'être avec nous. C'est Face à Nénan. On est samedi, on est très heureux de vous rejoindre. On est sur C8, on est tous ensemble. On a un très gros invité à la fin de l'émission. C'est Patrick Sabatier qui va venir nous voir. Et franchement, moi je suis contente de le recevoir. Vous savez pourquoi? Parce que Patrick Sabatier, ou vous évidemment, Bernard, ou vous, Laurent, vous rappelez. Ça rassure. Non mais attends. Ancienne époque. Ça rassure. Attends, non, une époque où la France était heureuse. Ça rassure. Une époque- c'est vrai. non mais c'est vrai. vrai. C'était de la paillette, c'était Plus d'insouciance. c'était plus festif, plus Les années insouciante. 70, tout ça. Et c'était une époque sympa, moi. C'est vrai. On regardait Les avec des années yéyé, étoiles quoi. dans les yeux. Moi, Non, c'est C'était vrai. pas mieux avant. Hein. J'ai pas dit que c'était. Je sais pas si c'était mieux Quand avant. même On un était peu. plus jeunes, on vivait pas. On est surtout content d'avoir Patrick Sabatier parce que c'est. Non, Rose, franchement, c'était plus léger. C'est vrai, c'est vrai. La télé était légère, non, Gilles? Non, Moi, ça j'aime vous bien rappelle pas aujourd'hui aussi. Hein. Mais c'est génial aujourd'hui. Mais je trouve que ça, je sais pas, ça fait. C'est vrai, plus insouciant, vous avez raison. Je vous rejoins sur le mot. C'est parce que vous Mais étiez ce qu'on jeune aime surtout chez ce mec, c'est qu'on l'a reçu il y a quelques temps déjà, Ouais. c'est que c'est une leçon de vie à chaque phrase qu'il peut dire. Bah C'est-à-dire qu'on a tous envie de oui. vieillir comme lui, il a vieilli, Ouais. comme il est en train de vieillir. Bah Non, mais on oui, était c'est plus libre. génial. On était plus libre. On avait le droit de faire des trucs. Enfin, voilà, et des débats, par exemple, étaient beaucoup plus agités. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas de Il n'y avait censure. pas les réseaux sociaux, et ça, c'était. Puis il n'y avait On se prenait moins la pas tête. aussi la censure aussi. Prenez-moi la tête. On se Quand tu prenait moins rentrais la chez tête, toi à ouais. 18h pour regarder Vidéogag, ça veut dire que t'étais bien dans ta vie. Ah ouais, c'est vrai. Pas de Eh, problème. franchement. Entrer à 18h pour regarder Mais des c'est chiens vrai. qui pètent, ça veut dire que t'étais bien dans ta vie. hein. Mais oui. Et ça va bien rapporter les chiens qui pètent. Mais c'est magnifique. Mais vous savez quoi? On m'en parle encore, toujours dans la rue. Mais oui, c'était Alors, ça. Oui, on parle. Attends. On me parle de mes grands rôles au cinéma. Des rôles dans Sous le soleil. Oui, non, mais je plaisante sur les rôles au cinéma. C'est ça, le cinéma. Non, mais Vidéogag, on m'en parle toujours. Et alors, moi, tu vois, je les gens regardais, retiennent Et ça. vos talents de chroniqueur, personne n'en parle. Je comprends. Ah, mais c'est vrai que t'étais bien. Et je crois qu'il a raison en plus. Personnellement, moi, je regardais pas Vidéogag en rentrant de l'école. Tu regardais pas? Je regardais C'est pas sorcier. Toi, évidemment. Ça, c'était sur. Une intellectuelle, une petite intellectuelle. Et il faut te lâcher, il faut Petit commencer à te chocolat chaud, lâcher. c'est pas Parce que Vidéogag, tout le monde se lâchait sur C'est vrai, Vidéogag. c'est Ah oui, vrai. mais c'était le Terriblement week-end, sympathique. Juliette, c'était le week-end. Mais oui. Ouais. Mais voilà, c'est-à-dire en rentrant de non. l'école. Ça a été le week-end, ça a été Ouais. le samedi, le dimanche. On faisait Ouais, quand c'est même ça. 8-10 millions. Hein, et puis le samedi soir, quand on avait des spéciales, on allait jusqu'à 12-13. Mais il n'y avait qu'une chaîne aussi. Non. Il y avait moins de chaînes. Ce que ça peut dire, se faire dire la jalousie. Elle hein. n'a pas totalement tort. Non, il y en avait Ça ne trois. retire rien à ton talent et à tes audiences. j'adore. Elle n'a pas totalement tort. Ouais, ouais, Non, c'était pas assez compliqué à présenter transgressif non et tout, plus. c'était sympa. Allez, les 5 images de la semaine. Dites-moi, qui a déjà été en couple avec une personnalité autour de ce plateau? En couple? Non. Personne. Non? Il y en a deux. Heureusement. Pas les Carlavaya. Oh, Rossi, là, Moi, je dirais pas qui c'est, mais. Ah bon?
Bah, ça sert à Jamais. rien, alors. Non, mais non, un carnaval, il y a bien moi, je vous dirai pas. Non, je ne dirais pas, mais... Non, attends, juste un indice. On va dire que c'est plus un fils d'eux. Moi, je sais. Ah bon, Juliette? Non, mais toi, tu sais un des deux. Ah bon? Il y en a deux, donc. Ah bon? Il y en a deux? Les deux sont des fils d'eux. Fils de Ils sont politique. assez connus. Fils de politique. Oui. Non, non. Il y en a un, oui. D'accord. Ah bon? Mais attendez, vous pouvez pas dire ça à un téléspectateur, c'est extrêmement frustrant, ça se fait Oui, pas, c'est pas ça bien de faire roste. C'est passé. tu t'en fous. Avec qui? Un des deux. Avec qui? Ah, il faut le dire. Bah Je sais oui. pas, oui. Bah, sinon, tu dis rien. Avec une actrice de notre jeunesse où nous on était fans. Bah alors une actrice de Et notre pourtant, jeunesse, on nous- peut se dire. Pardon? On peut, non? Oui, de notre Non, jeunesse. je T'étais en sais pas. couple ou t'étais en coup d'un soir? Non, on est resté un petit moment. Et... Alors Eh ben dis-le. alors, Mais- 3 jours. Non. Première lettre du prénom. Allez, Ross. Et le public, demandez-lui, c'est qui? Ross. Franchement, pourquoi? C'est bon. Ah Allez, non, attends, c'est dis-nous. sympa. Mais vous avez pas honte? Non, c'est pas ça. Non. Moi aussi, j'étais en couple avec 6 actrices hollywoodiennes. Gilles, il a raison. C'est bon, non, mais Tout le monde arrêtez. peut dire qu'il a été avec une personnalité. arrêtez. Il a raison, Gilles. Non, mais c'est bon. Trop facile, Ah trop ouais. facile. Allez, Quoi, c'est- Mais Bernard est Gilles, sorti. c'est un ex-femme qui a été en couple avec un footballeur. Je sais que cette histoire, mais je savais Avec pas, un champion du monde. Je vous dis ça ta parce mère que dans les Je suis sorti avec ta mère, moi. pas les insultes. C'est un fou, Elle est dans les images C'est de pas la une semaine. insulte. Madame sa mère, je la connais pas. Non, elle est charmante, on l'embrasse. On l'embrasse, ta m'embrasse, ta maman Je vous dis ça, Elle est pourquoi? Parce que décédée, dans les images de la semaine, je vais vous montrer une image de Marc Lavoine. Mais oui. Alors, il a été invité dans l'émission d'En Aparté sur Canal+, présenté par Nathalie Lévy, le chanteur qui a répondu aux critiques. Ah oui, c'est vrai qu'il s'était pas... On en avait parlé ici. Bah oui. S'était fait pas mal critiquer, Toute la effectivement. France en a parlé. Les Ça galoche à gros tout va. bisous, les grosses galoches sur le tapis rouge. Bon, il y en a certains qui ont trouvé que c'était moyen, quoi. Ça faisait des gens un peu... Ouais, moi, je sors avec Adriana Carambe. Regardez la vidéo. Ouais, c'est tout. Franchement, il y en a qui étaient extrêmement jaloux, mais ça faisait genre, franchement, Marc Lavoine, et moi, il y en a qui en veut, quoi. Ouais, C'est pas vraiment les galoches que plutôt sa manière d'être dans la demande perpétuelle d'attention. En fait, tu vois bien qu'il demande des galoches qu'elle n'était pas sur le point de lui donner. Et ça fait vraiment un peu, genre, respecte-toi, Moi, je quoi. suis contre les- Alors, je l'ai reçu à la radio. Oui. Évidemment, on en a parlé. Alors, c'est lui tout seul qui a voulu en parler. Parce que moi, je respecte en général la vie privée, en général. Et la vie privée. C'était pas vraiment privé, là, Bernard. Bernard, c'était pas vraiment privé, là. Non, Franchement, mais il justement, s'expose. c'est lui qui a eu envie d'en parler dans l'émission. Il a vraiment dit, d'ailleurs, des choses très fortes, qu'il se retrouvait comme un petit garçon. Il a été très malheureux avant. Il a eu une sacrée histoire. Il a été au fond du trou. Et grâce à elle, il s'en est sorti. Ils sont très heureux, ils s'embrassent. De toute façon, moi, j'adore rouler des pelles, alors ça me gêne pas. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais sympa. le truc est un peu gênant, peut-être. On voit qu'il est enthousiaste et tout, mais c'est sa réaction à elle. oui. Dans son body language, elle se recule, c'est ça. Ah elle a oui. l'air un peu gênée. Oui. Donc moi, je me serais mise d'accord avec mon mec direct. On fait un tapis rouge, on se roule des pelles ou pas. Ok, on se roule des pelles, très bien, et j'y vais, quoi. Mais là, elle y va pas C'est ça vraiment. le problème. Donc c'est un peu ça le problème. Tu te C'est serais le mis décalage. d'accord. Tu te serais mis d'accord avec ton mec. Mais là, C'est pas possible. C'est pas possible. T'es spontané, Bah, t'aimes, non. c'est l'amour. Là, c'est un Tu dis tapis pas, par rouge. contre, chérie, à un Non, moment non. donné, je vais te prendre comme ça, à un moment donné, je vais te mettre la main sur la taille, à un moment donné. Non, on fait les choses naturellement. Bah ouais, mais là, regarde. il est amoureux. Et bah naturellement, elle se recule. Mais non, elle se recule pas, elle se baisse un peu parce qu'elle si, se si, non, naturellement, vous êtes elle a un mouvement de Je recul. vous souhaite d'être amoureux comme Marc Regarde, Lavoine. elle a à chaque fois là ce petit mouvement de recul. Tu vois bien, regarde, elle est en train de. Parce que là, elle est plus grande que lui, il faut qu'elle se recule pour écarter. mais moi, pour se baisser un peu. C'est vrai. Mais c'est vrai, elle est bah oui. Moi, je pense qu'elle est quand même. Et pas de sa faute si elle est plus grande que lui, vous n'allez pas lui reprocher d'être plus grande que lui. Franchement, il s'est excusé. Hein. Mais Mais il s'excuse d'être amoureux. Oui, il a dit. Non, il a dit. Il a dit je m'excuse si certaines personnes l'ont mal pris. Mais non, mais personne Cette l'a mal façon de ne pas pouvoir contenir son bonheur, je suis comme un enfant qui découvre une chose improbable. Ça m'est tombé dessus. Pour qu'il s'excuse de manière formelle comme ça avec ce mot-là, c'est qu'il reconnaît le malaise. Oui, mais il Soit a c'est pas un malaise à de couple, s'excuser. soit c'est un malaise public. Mais c'était trop, moi je trouve ces démonstrations. D'accord, mais il n'a pas à s'excuser, personne n'a été Il s'est offensé. excusé. Tous ensemble, là. Ouais. Non, mais il n'a pas à s'excuser, personne ne s'est senti offensé. C'était juste un petit peu drôle. Gênant, ouais. Oui, ça faisait un peu, non, Laurent, je sais pas. Ça...
Non, mais quand j'entends quand j'entends l'excessif mélanchoniste nous dire malaise public ou malaise de couple, où est la question dans mon projet ce soir? C'est un procureur de. Quel est votre problème? Avec moi, avec Mélenchon, avec Marc Lavoine Moi, j'ai aucun problème avec Marc Lavoine, j'adore Marc Si Lavoine. vous avez une vie difficile, réglez vos problèmes derrière le rideau avec Bataille et Fontaine. Et puis on va faire. Ouvrez le rideau, là. Ouvrez le rideau. Voilà. J'ai rien dit. Ah, mais il a de l'humour. Il est con, mais il a de l'humour. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on lui fait, ce procès à ce beau Marc Lavoine? C'est un procès. Le mec, il a juste écrit des magnifiques chansons, c'est un artiste complet. Là, ça fait 3 semaines que tout le monde lui parle des 2 baisers qu'il a donnés à sa meuf. Mais oui, mais ça fait le tour des réseaux sociaux. Ouais, non, mais là, je parle en aparté, je parle de. etc. Vous l'auriez fait, vous, Laurent? Si vous étiez avec Adriana Carambeu, là, sur le tapis rouge, et vous auriez... Moi, la seule fois où je me suis fait attraper par Voici avec la maman de mes jumelles il y a 25 ans, comme je l'ai embrassé, je suis tombé de mon transat, on est sur une plage, pour l'embrasser. Je vous laisse imaginer la photo, elle était assez fine, de moi, arrivant comme un phoque sur elle. Et je vous dis pas les commentaires dessous, ça a été une catastrophe. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, justement. Allez, les amis, c'est la dépêche d'Andrea. Bravo. Passé par ici? Je sais pas, je passais par là. Ouais, écoute, tu t'es dit, on passait une tête dans le studio. Ouais, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Bah c'est vrai, depuis la dernière fois. Ah, c'est gentil, également. Et tout, il est toujours très chic, Très Andrea. gentil. Hein, bon, ça va bien? Bah ouais, on va parler un petit peu d'actu. Ouais, L'événement de la semaine était planétaire puisqu'il s'agit de la réouverture de Notre-Dame. Le président Macron s'est rendu sur place en personne et pour l'occasion, un guide était prévu. Même si je pense qu'il aurait mieux fait de rester au chaud sous la couette. Hein. Vu l'utilité, c'était pas... Ouais, c'était pas... Oui, nous sommes ici sur un parvis entièrement rénové. Ces travaux soumettent les voiles de la ville. Nous allons rencontrer justement. Merci. Nous allons rencontrer une restauratrice de peinture. Parce que là où les voûtes ont tenu, c'est justement là où notamment dans le cœur. On bat les couilles. Ouais, tellement rien à foutre du guide qu'à la première occasion, le président l'a totalement largué. Vous allez le voir tout à l'heure. Ah, formidable. Il va être parmi nous. Allons-y. Alors, on monte. Et hop là, par là. Brigitte Macron était présente également, enfin quand on l'a trouvée. Hein. C'était un peu cet enfant qu'on perd facilement au supermarché, tu sais. Heureux de vous retrouver. Brigitte. Brigitte. Ah Brigitte, elle était où? Même s'il faut l'avouer, le petit enfant, c'était plutôt notre président qui, quand il veut un jouet, il le chope direct des mains. Ces 3000 chevilles, en fait, elles sont faites à la main par... Ça, c'est à moi. Cet ouvrage, je vous l'offre. Ah bah ouais, hein, pas trop le choix. En même temps, Emmanuel Macron qui était très inspiré sur les questions pour les artisans. Parce qu'il y avait encore un certain nombre d'éléments qui étaient instables. Et vous avez combien de compagnons au total? C'est combien de collaborateurs, de compagnons qui... Bravo, hein. Vous étiez combien au total? Vous étiez combien au total dans l'entreprise? Et en même temps, hein, la visite le faisait un petit peu chier, ça se voyait, mais il a au moins trouvé un petit peu de réconfort auprès de la flèche. Ah, c'était intense, hein. C'est intense. Un peu d'amour dans cette période. Merde. C'est bien, on a bien besoin. Allez, on passe au gros sujet de la semaine. Hein. The Big One. Ces derniers jours, la France traversait une nouvelle tempête politique. On adore. 2 motions de censure ont été déposées. Le coup près est donc prêt à tomber. Un gouvernement est donc sur le point d'être renversé. Ouais, un gouvernement sur la fin donc, mais avec des ministres sortants plus qu'emblématiques en tout cas. Hier, quand on a annoncé dans les grandes gueules votre venue, je ne vous connaissais pas. Du coup, je suis allé sur votre compte X et j'ai découvert que vous étiez ministre des Transports. Peu dur. Et qui dit pas de gouvernement dit plein de problèmes aussi, dont un qui serait vraiment terrifiant. Que se passe-t-il si la France n'a finalement pas de budget pour 2025? C'est le souk, quand même. On risque un chaos, on risque la crise financière. Les fonctionnaires seront plus payés, rien va fonctionner et peut-être même que le Père Noël annulera sa tournée. Non, pas ça. Non. Mardi soir, Michel Barnier était l'invité de TF1 et de France 2, même si on l'a bien plus entendu lui que les 2 journalistes cumulés. C'est ce texte qui est soumis. Après quoi, puisque vous parlez des retraites, je vais aller au bout. Pour être tout à fait clair, allez-vous oui ou non faire un geste? Ça avait été évoqué. Alors, évidemment, face à cette pipelette, hein, son interprète en langue des signes était à fond pour suivre la cadence. Si vous me permettez, juste pour la bonne... Ah ouais, ça y allait. Contre
Contrairement à l'interprète des 2 journalistes silencieux, donc, qui étaient plutôt en vacances juste en dessous. C'est un accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat. On appelle une commission mixte paritaire. C'est gênant. Ouais, un petit peu, ouais, tellement en vacances qu'elle s'est même dit à la fin, bon, bah, je vais peut-être rentrer chez moi. Nous payons des sommes gigantesques pour payer des intérêts. Allez, je vais y aller. Le lendemain, le pays tout entier retenait son souffle face au vote de l'Assemblée nationale. L'occasion pour BFM de dégainer leur plus gros spécialiste. Moi, je vais vous dire comment on en sort de cette affaire-là. Il ne va rien se passer. La censure a été adoptée par 331 députés. La motion de censure a été adoptée. La chute du gouvernement Barnier. Il ne va rien se passer. Du pif celui-là, Michel Barnier contraint de démissionner donc, et c'est fou comme le karma fait bien son travail. Vous m'avez donné des... non pas des leçons, hein. Enfin les enseignements, même si ça n'a duré que 8 mois. Barnier aura donc duré 91 jours. 91 jours à Matignon. 3 mois, 3 petits mois à Matignon. 3 mois. 3 mois. Eh oui, 3 mois. Merci d'être passé, Michel. C'était cool. 3 mois, mais on s'est bien marré au moins. Ah oui, ah bah c'est bien marré, ouais. C'est pas fini, effectivement. Bon, 19h59, il est l'heure de faire un petit tour du monde. Ah, des j'adore, réseaux, bah oui, mais vas-y, à travers les vas-y, réseaux, vas-y, les meilleures des montre. vidéos qui sont passées cette semaine à travers le monde des réseaux. Allez, on part direct pour Tetbury où visiblement les petits travaux de la maison, c'est pas fait pour papy. Hein. Ah bah comme ça. Tout se passait si bien à René jusqu'à ce que ce mec se dise tiens, et si je lançais le gâteau comme ça? Et il y avait mamie juste derrière. En enchaînant en Amérique du Sud, où l'endroit est peut-être mal choisi pour installer un hamac. Bah oui, forcément. À la maison, si vous avez un chien qui dort un peu trop, ce mec a trouvé la technique ultime pour le sortir de ses rêves. Ah bah le petit jambon, ça marche toujours. Allez, ça part au nord en Suède, où je me souvenais pas que ça avait cette gueule-là, le lac des cygnes. Et enfin, à Atlanta, Spider-Man a testé pour nous la loi de Newton. Apparemment, il y a encore 2-3 réglages à faire. Oh merde. Voilà, c'est normal. Yes. Ah, je le sens pas. C'est passé à ça, hein. Comme quoi les maths, ça s'invente pas. Merci beaucoup Pascal. C'est énorme, j'adore, trop bien. Allez, on continue l'image de la semaine. Nous, on a la mère Noël sur le plateau. Pourquoi je dis ça, Carla Baya? Parce qu'à l'approche des fêtes de fin d'année, je ne sais pas si vous avez vu, il y a pénurie de Père Noël. On peine à recruter des Pères Noël dans les supermarchés. Normal. Non, mais c'est horrible, les enfants. normal. Moi, je veux bien adorent, faire en fait. des extras, hein. Bah ouais, pas de grave. souci. Attends, on va te donner, il y a des agents spécialisés, je savais même pas, dans le recrutement de Père Noël. Ah Vous oui, parce saviez qu'ils sont ça, maltraités, les Pères Noël. Mais ils en ont marre. Oui, depuis le Covid, non? Ah oui, plus personne veut mettre la panoplie du Père Noël, les gens se font engueuler, on les respecte pas. Oui. Et le pire, c'est que quand des enfants les regardent, les parents engueulent les enfants qui regardent le Père Noël en disant laisse-le tranquille ou arrête et tout ça. Donc il n'y en a plus. Alors vous avez raison. Et alors moi j'ai expérimenté une fois pour une association caritative. Et alors, je me suis Vous avez fait le Père Noël? Oui. Non, sans blague. Et il y a un gosse qui est arrivé, il m'a tiré la barbe. Non, c'est pas vrai. Ah, dis donc, on lève pas la main sur les enfants, là, c'est interdit. Ça m'a foutu les nerfs. Alors j'ai dit j'arrête avec ces conneries. Mais c'était une fausse barbe. Ah bon? Une fausse barbe, bien sûr. Ouais, je suis La barbe du Père Noël. Non mais en plus, c'est un recrutement qui est difficile parce qu'il faut que le mec soit bien sous tout rapport, il faut qu'il sache s'exprimer dans des termes qui sont adaptés aux enfants, il faut qu'il y ait un casier judiciaire parfaitement vierge parce qu'on va pas évidemment recruter des gens qui ont des offenses sexuelles ou quoi que ce soit pour travailler avec les enfants. Et en plus, comme dans tous les métiers qui sont en contact avec les enfants, ils nous le disent tous, que ce soit les profs, les infirmières, avec les parents, c'est devenu effectivement ingérable. Les parents aujourd'hui sont dans la défense perpétuelle de leurs enfants pour tout et pour rien et pourrissent la vie des gens qui travaillent avec les enfants. Ah oui, c'est incroyable, non, Laurent? Je sais pas, le Père Noël, vous voulez pas faire des petits extras peut-être après? Moi, j'ai jamais fait. Laurent, il serait bien. Je comprends que c'est un métier dur. C'est un métier de la rue, on bat le trottoir. Oh non, c'est sympa. Il fait chaud sous le costume, il fait chaud. Bah oui, il fait chaud, c'est dur. Non, mais c'est vrai que depuis le Covid, on a quand même, il y a quand même une violence qui est dans la société et qu'on ressent partout. Et en plus, je pense qu'on a ces dernières décennies, on a quand même fait des enfants rois à qui on donne aucune limite, où on dit il faut pas leur donner des limites. Donc
c'est normal qu'ils se comportent comme ça à un moment donné dans la On rue. recrute des Pères Noël, voilà. Ouais, mais ça marche pas. Non, mais les étudiants, quand t'es pas Père Noël d'une année, Ils sont trop jeunes. Les étudiants. Mais un Père Noël, ça Il y a un déguisement de Père Noël. Mais quand même, il faut qu'il y ait mais remarque, c'est un métier saisonnier. Ce mec, il n'a pas encore mué. Je suis saisonnier. Père Noël. Ah oui. Allez, autre information chez Jordan Deluxe sur C8, Thierry Beccaro, que vous connaissez, figure emblématique de Motus, qui a salué le talent de Cyril Ferraud. Et s'il admire le talent et le succès de Cyril Ferraud, notamment grâce à des émissions comme 100% Logique, ça cartonne, hein, Cyril Ferraud. Tout ce qui touche, ça marche. Ouais. Il lui adresse... il dit attention. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il dit attention, surexposition médiatique. Oui, il a raison. Ce qu'il fait dans 100% Logique, c'est formidable. Bien sûr, ouais. Et c'est vrai qu'on le voit partout sur la chaîne. Il a une présentation nickel, quoi. C'est vachement bien, c'est bien calibré. Mais point trop n'en faut non plus. Parfois, on peut avoir une boulimie, cette envie d'être un peu partout. Et puis, à un moment donné, on finit par être nulle part, quoi. Ouais. Ah, ça c'est intéressant, Gilles. Ouais. J'aime pas trop ça. Je trouve qu'il y a un ton persifleur, agressif. Qui est jaloux? Non. Peut-être, mais en tout cas, si Cyril Ferraud cartonne, c'est parce que le public l'aime. Dès qu'il fait quelque chose, ça marche. Et je trouve pas qu'il y a trop de Cyril Ferraud. Au contraire, il sait se diversifier dans plein de choses différentes. Et moi, je trouve que c'est génial qu'il soit partout. Si le public en redemande, très bien. Et les leçons de Thierry Beccaro, moyen. Non, non. Alors, si vous permettez, Thierry Beccaro, d'abord, c'est un mec très très bien, qui a longtemps fait slam pendant plus de 20 ans, etc. Cyril est un garçon. Motus. Je m'en fous, je regardais pas de toute façon. Je dis les choses, je regarde pas, c'est pas mon heure. Mais si vous voulez, Cyril Ferraud est un garçon formidable, mais c'est le grand danger à la télévision. Dès que vous commencez à bien marcher, quelque part, moi je me souviens quand je marchais bien à TF1, j'ai eu 5-6 émissions. Ça repart là. Ça vous gêne que je parle de moi là? J'ai 5-6 émissions d'affilée et c'est vrai que l'overdose, quand on te voit trop, c'est mauvais. Bien sûr que c'est mauvais. Mais Cyril Ferraud est excellent et pour le moment, il gère bien. Il dit que c'est un citron pressé quand même, Thierry Beccaro. Ouais. Il dit c'est un citron pressé. Il dit citron pressé. C'est parce qu'il est blanc, ça fait citron. Si je te dis que t'es un citron pressé, tu vas mal le prendre. Bah voilà, c'est pas bien comme expression. Moi, je serais plutôt une orange. Une orange. Non, oui, c'est ça. Il est tout bronzé, Bernard. Moi, je serais plutôt une orange. Non, moi, je pense que Cyril Ferraud, il n'en a pas grand-chose à battre de ce que pensent les autres animateurs de son travail. 1, 2, Thierry Beccaro est un mec génial. Et il donne son avis, on lui pose la question, il répond. Voilà, attention à la surexposition, ce que n'importe qui dirait. Et 3, il n'y a pas de surexposition. Je trouve que Cyril Ferraud, il fait une carrière incroyable, qu'aucun de nous va peut-être faire d'ailleurs, en vrai. Parce que le type, il a réussi quand même à rentrer dans le cœur des Français en l'espace de 10 ans de manière incroyable. Et c'était pas gagné au départ. Il est tout fin, c'est pas un animateur classique. Et le mec, les gens l'aiment, quoi. L'aiment vraiment d'amour, quoi. Il a un fan club de folie. Cyril Ferraud, il est sympa. Même dans sa vraie vie, et il fait tout très bien. Il fait tout très bien. Mais je pense qu'il essaye peut-être de le prévenir, que ça peut s'arrêter aussi. Voilà, oui, mais c'est un truc de daron quelque part. C'est un truc d'ancien. Je vais te dire. Mais les lumineux, Ferraud, il est tranquille. Je vois pas trop l'intérêt de dire ça publiquement. C'est-à-dire que s'il lui avait dit dans la vie. Parce qu'on lui pose la question. Il lui pose la question. Donc il répond. Il est chez Jordan Deluxe, qu'est-ce qu'ils disent? Je vais rien dire à Thierry. Je donne pas mon avis, je réponds pas aux questions. Non, mais je trouve que c'est la manière de dire les choses qui est un peu. Après, il sait que les questions, c'est quoi ta retraite? Il a dit, c'est 5 000 € d'ailleurs. Cyril Ferraud, qui maintenant anime Tout le monde veut prendre sa place, il va revenir exceptionnellement dans Slam, qu'il a animé pendant 16 ans, Cyril Ferraud. Il va revenir exceptionnellement dans ce jeu pour célébrer ça à la 4e émission. Il n'arrête jamais, Cyril Ferraud. Voilà, il n'arrête jamais. La prostitution sous contrat de travail, une révolution légale inédite. Attendez, alors depuis le 1er décembre 2023, donc ça fait quasiment un an, on est en 2024. La Belgique est devenue le premier pays à permettre aux prostituées de travailler sous contrat de travail. Incroyable. Cette loi leur offre les mêmes droits que les autres salariés, avec l'assurance maladie, cotisation pour la retraite, congés payés, chômage et congés maternité. Regardez. Les prestations du sexe pourront être encadrées par un contrat de travail, similaire à n'importe quel autre emploi. Ce nouveau statut devrait donc permettre de réduire les éventuelles violences ou abus, avec aussi l'application de la règle des 4 libertés, de refuser un client, d'arrêter à tout moment le rapport, de choisir ses pratiques et de prétendre à sa propre sexualité. La nouvelle loi prévoit aussi que l'employeur soit chargé d'équiper les pièces où se pratique le travail sexuel
d'un bouton d'urgence. Ah non, mais vraiment, quel goût j'ai. Incroyable. Ouais, non, je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas mal, attendez. Des réflexions pendant le reportage. Qu'est-ce qu'il a dit Bernard Montiel? Je trouve ça, pas du tout, je trouve ça formidable de protéger ces femmes, parce qu'elles sont tout à fait respectables, elles ont choisi ce métier-là. Et d'ailleurs, en France, vous savez que même les prostituées payent des impôts. Mais oui. Oui, c'est très hypocrite en France, Juliette. Moi, je trouve que c'est un sujet qui me partage beaucoup, parce qu'effectivement, on se dit que c'est mieux d'avoir des maisons closes, des lieux de sécurité et plus sains pour les personnes qui exercent ce métier, et qu'on préfère les voir là que dans la rue, exploitées par des trafiquants, etc. Mais ça donne, d'une certaine manière, l'idée que c'est un travail exactement comme les autres, et qu'en tant que société, on va promouvoir l'exercice qui consiste en gros à faire vente, à faire commerce de son propre corps. Et je ne pense pas que ce soit un métier si anodin que ça, et je ne pense pas qu'en tant que société, ce soit une bonne idée d'en faire la promotion comme le font en ce moment. J'entends cette petite musique à gauche, on a appelé ça les travailleuses du sexe, on est limite à en faire l'éloge, la promotion. Je ne trouve pas non plus que ce soit une très bonne idée. C'est pas le sujet. Voilà. Bah si, c'est un peu le sujet. Rose, t'as appris Gilles, oui. Non, mais Juliette, je pense que il faut le monde évolue, la société évolue. À un moment donné, soit on s'adapte, soit on s'adapte pas. Soit on protège, on veut protéger. Ça a toujours existé, Ross. Mais bien sûr, mais c'est le plus vieux métier du monde. Soit on décide de protéger les femmes. Parce qu'il y a des femmes. Moi, je me souviens, il y a quelques années, quand j'étais sur CNews à l'époque, on avait eu le débat là-dessus, où vous aviez des femmes qui revendiquaient le droit de pratiquer leur métier comme elles avaient envie de le faire. On a 2 sur 1000. C'était une minorité. La majorité mais en disant ça ce soir, pardon, mais tu fais une fake news. Non, sauf qu'en Belgique, c'est plus cadré qu'en France. En France, on a voulu interdire. Ce qui s'est passé en Belgique, c'est juste l'État qui a décidé de prendre sa dîme sur les revenus du sexe. On a voulu l'interdire en France. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est sur les réseaux sociaux, et ce sont des gamines aujourd'hui de 12, 13, 14 ans qu'on exploite sur les réseaux sociaux. Et alors, qu'est-ce que ça change la loi? Oui, mais si ça permet justement de cadrer les choses. Mais ça permet pas, ça va juste inciter les autres femmes qui n'ont pas le choix de le faire. Mais 80% des femmes qui font ça, elles le font parce qu'elles sont désespérées, parce qu'elles vivent dans la misère et qu'elles n'ont pas d'autre choix. 90% la notion de consentement, si elle existe. 90% des femmes qui se prostituent dans ce pays en France sont des femmes étrangères. Sur les trottoirs, oui. Elles parlent déjà avec les réseaux que tu imagines. Oh, Yakala, je voudrais t'entendre, parce que Juliette dit... Moi, je suis très énervée. Enfin, heureusement que c'est pas en France, on touche du bois. Mais moi, je trouve ça très dérangeant. La majorité des femmes qui font ça n'ont pas le choix. Et donc, pour moi, il faut juste aider les femmes qui n'ont pas le choix à se reconvertir dans un autre emploi. Mais pour moi, c'est une honte absolue. Bon. Et surtout, il faut respecter la culture chrétienne. Heureusement que c'est pas en France. Alors, mauvaise nouvelle, c'est encore pire en France. Bah oui. Parce qu'en France, elles sont pas protégées comme ça. Oui. Donc, à un moment donné, c'est le plus vieux métier du monde. À un moment donné, il faut protéger ces femmes. Et j'ai un principe. À partir du moment où tu payes des impôts à un pays, il faut que ce pays-là aussi, en contrepartie, te paye une santé, te paye une assurance chômage, comme un autre citoyen. C'est la même chose. Sinon, et en France, ce n'est pas le cas. Donc, quand tu dis, heureusement, c'est pas en France, eh ben moi, j'aimerais bien que ce soit en France quand même. Bon, Gilles. Moi, je trouve que c'est pas bien de critiquer ce qui a été fait en Belgique, parce que la partie essentielle, c'est de lutter contre le proxénétisme. Exactement. C'est ça. Voilà, et ceux qui emploient sont des employeurs qui déclarent, qui protègent avec un cadre, comme des travailleurs salariés autres. Donc, je trouve que c'est une norme qui est saine, qui protège, et c'est très bien ce qu'a fait la Belgique. J'imagine, mais la question, en quoi tu luttes contre le proxénétisme? En l'officialisant? Mais oui, non, on n'officialise pas. Le proxénétisme, c'est une domination, etc. Là, il pourrait y avoir des employeurs qui ont des lieux, qui payent des taxes, des loyers, etc. Si tu fermes ça, ça se passera dans la rue. C'est ça qui veut dire. Non, c'est pas vrai. Polska, moi je voudrais bien entendre Polska sur ce sujet. Moi je pense qu'en France il y a plein de femmes qui le font dans des conditions déplorables, dans les bois. Elles sont souvent arnaquées en plus par du coup des proxénètes, elles ont même plus d'argent pour elles-mêmes, donc je pense que c'est bien niveau sécurité. Après si on le banalise comme un métier genre coiffeuse ou quoi, je sais pas si ça pourrait être bien pour les jeunes filles après, niveau psychologique et tout, je sais pas si ça pourrait être bien aussi. Je suis partagée aussi, je sais pas trop. Oui mais il y a les réseaux sociaux qui existent. Mais justement, à l'ère où tout le monde vend son corps, je trouve que c'est pas bien de continuer dans cette lancée. Ça s'arrêtera jamais, il y a la prostitution, il faut pas être naïf. Il y a des hommes qui ont besoin de ça, il y a des hommes qui sont en recherche de tendresse, il y a des hommes qui sont en manque de femmes, en manque d'amour, comme si ça devait être interdit. C'est une utopie. Vous êtes dans le monde des bisounours. La prostitution, ça existera toujours. Autant faire les choses. Comme il dit Rost, on avance avec notre temps et autant faire les choses. Et à partir du moment que ces filles-là
payent des impôts, qu'un État leur demande des impôts, encore heureux qu'on puisse derrière les soigner, qu'on puisse les protéger un minimum. Si maintenant vous voulez faire ça comme des sauvages, dans la rue, dans une voiture ou dans une rue noire, sombre à 3h du matin, Moi, je pense qu'il y a d'autres solutions. Alors c'est quoi la solution? Eh ben, c'est justement, en fait, dans la vie, dans un pays qui mène une politique saine, on n'autorise pas ou on ne légalise pas quelque chose simplement parce qu'on n'arrive pas à enrayer le trafic. Comme la drogue. Sinon, c'est un aveu de faiblesse. Donc ne me dites pas qu'il n'y a rien à faire pour la prostitution et qu'on ne peut rien faire pour aider ces femmes. Ils ont pénalisé les consommateurs. C'est-à-dire que les gens qui viennent à la prostitution, ils ont des amendes. C'est quoi ton deuxième plan pour lutter contre la prostitution? Je suis aussi d'accord pour dire qu'il y a une hypocrisie en France sur la prostitution et qu'effectivement, c'est un métier qui a toujours existé, qu'effectivement, je ne suis pas dans le jugement. J'exprime juste une inquiétude de la banalisation de la prostitution en tant que société, c'est tout. C'est pas la banalisation. Non, mais là, franchement, tout ce que j'entends, honnêtement, je suis absolument stupéfaite par ce que j'entends. Je trouve qu'en fait, il n'y a aucune incitation à la prostitution. Il y a juste le fait de légiférer, de cadrer. Quand on parle avec les prostituées, on voit bien qu'à chaque fois, justement, elles se réclament d'avoir les mêmes droits que n'importe qui, n'importe quelle travailleuse qui fait autre chose, d'ailleurs, du reste. Et c'est pas du tout une incitation, c'est au contraire leur donner un cadre, reconnaître qu'effectivement, alors c'est un métier, je sais pas si ça vous dérange. Et souvent, c'est de la transition, tu fais pas ça des années, c'est une période de ta vie. C'est pas un métier qu'on fait par choix, c'est un métier, évidemment, qui peut ramener à une certaine misère, mais ça reste quand même un métier, et les femmes sont quand même assez libres de disposer de leur corps, de le vendre si elles ont envie de le vendre. C'est vraiment un discours de bobo, mais... Mais tu sais comment ça se passe, les réseaux de prostitution? Laisse-moi finir une seconde, s'il te plaît. Casse les réseaux. Arrête 2 secondes d'écouter 5 syndicalistes qui viennent faire BFM et qui disent « Nous, les femmes, ni putes, ni soumises ». Les réseaux, aujourd'hui, c'est de la violence, c'est des réseaux étrangers, c'est des réseaux ultra-violents. Et les femmes, elles n'ont aucun choix de faire ce métier. Le fait de cadrer le proxénétisme, etc., ça les protège. Et arrêtez de dire que c'est le plus vieux métier du monde. Le plus vieux métier du monde, qui s'appelle esclave. Et on l'a aboli à un moment donné. Allez, on va passer à un autre sujet. Elisabeth Borne qui refuse de renoncer à ses privilèges. Est-ce que vous avez vu cette interview? Vous savez que Michel Barnier a proposé de réduire les frais des anciens premiers ministres. On parle des secrétaires, des chauffeurs, on parle des agents de sécurité. Elisabeth Borne était invitée sur un plateau télé, un journal, et elle dit bah bon, non, moi je veux garder mes agents de sécurité. Pris en charge, quand on est un ancien Premier ministre, c'est une voiture qui accompagne la protection, la sécurité qui vous est assurée. Alors si Michel Barnier pense que je n'ai pas de problème de sécurité, peut-être, mais c'est ça les... En l'occurrence, vous avez des problèmes de sécurité. Bah écoutez, je pense que vous l'avez dit, j'ai porté des réformes qui n'étaient pas toutes populaires, donc je pense qu'une protection et une sécurité, ça me paraît adapté. Mais vous vous rendez compte? Non, mais c'est. On va l'appeler Marie-Antoinette. Hein. Alors, disons que ça passe très très mal dans le débat actuel où on lui dit qu'il faut serrer la ceinture. On va laisser la parole aux populistes habituels, aux démagogues. Allez-y. Non, mais Laurent, tu peux pas banaliser ça. Attendez. On se calme. Il s'énerve direct. Les gars, ça va là? On se calme. Je dis juste qu'elle sort juste. Elle vient de sortir. Elle n'est pas sortie de Matignon depuis très longtemps. Peut-être pas comparer Elisabeth Borne et les anciens premiers ministres. Vous savez quel est l'ancien Premier ministre qui nous coûte le plus cher, Gilles? Cazeneuve, je crois. Il restait combien? 5 mois. Très peu de temps, 6 mois. 6 mois, il est resté. C'est celui qui a été le plus menacé de tous les ministres et de tous les premiers ministres après les attentats de 2015, parce que vous oubliez là encore n'importe quoi. Laurent, je vous le dis juste. Après les attentats de 2015, on est en 2024. Oui, et alors? Bernard Cazeneuve est encore menacé aujourd'hui. Et alors? Mais tu es menacé toute ta vie quand tu as eu des responsabilités à ce niveau-là. Mais qui va aller agresser Edith Cresson et Lionel Jospin en bas de chez eux? Allez-y, faites votre populisme habituel. Si on s'en tenait à quelques dépenses indispensables de sécurité pour des premiers ministres qui ont pris des mesures terribles. Je pense à Manuel Valls, par exemple, d'autres. OK. Mais là, quand Mme Borne refuse de réduire ses privilèges, c'est-à-dire des bureaux, des gens pour s'occuper de sa voiture, des assistants, elle n'a pas du tout besoin de ça. C'est ça qui choque les gens. C'est qu'ils devraient tous dire... Elle aurait dû dire, oui, je vais m'en tenir à des dépenses de sécurité minimales, parce que parfois j'ai des problèmes, mais que Mme Borne, avec quelques mesures impopulaires, je ne sais même pas lesquelles, tellement elle a laissé une trace dans la mémoire collective, bon, qu'elle soit menacée, j'arrive pas à y croire. Donc elle aurait dû dire, je réduis, bien entendu. Ouais, c'est malvenu. Julien. Non, mais parce que Laurent dit qu'on est populiste. Et moi, je voulais juste te dire...
sincèrement, d'habitude, en temps général, ce genre de sujet sur les salaires des ministres, etc., je suis pas du tout... je rentre pas du tout dedans. Mais là, dans le contexte actuel, quand je vois la note finale, l'addition finale, de me dire que rien que sous Emmanuel Macron, on en arrive à notre 6e Premier ministre. Rien que sous Emmanuel Macron, tu te rends compte le nombre de gens qu'on entretient pour des défenses qui sont totalement superflues. Qui va aller agresser Édith Cresson et Lionel Jospin en bas de chez eux? Donc pour quelques années, effectivement, quand c'est encore chaud, qu'il y ait encore une présence de sécurité, ça je le conçois parfaitement. Mais là, c'est ridicule. C'est juste ridicule, en fait. C'est le avis qui pose problème. Non, mais c'est vrai ça. qu'on peut être menacé quand on oui. sort de Matignon, quand on a pris des mesures difficiles. Ça, certainement. Mais 30 ans après, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On n'est pas. Et c'est 150 000, évidemment. J'ai dit 150 millions. C'est 1,5 million au total. Non, la somme, c'est en moyenne entre 1,3 million et 1,5 million par an. Ça, c'est juste pour les anciens Tout premiers compris. ministres. Parce qu'il y a les ministres de l'Intérieur aussi qui bénéficient d'une sécurité. Les anciens présidents aussi. C'est normal. Voilà. L'intérieur, c'est vraiment normal. L'intérieur, c'est sensible, mais Très il n'empêche. sensible. Allez, il faut peut-être rééquilibrer les choses. On se retrouve dans un instant tout à l'heure. Patrick Sabatier qui va venir nous rejoindre sur le plateau de Merci d'être avec nous sur CNews. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. C'est Face à Hanouna. On est samedi, on est très content d'être avec vous. Qui nous a rejoint? Bonsoir Pascal. Bonsoir, Bonsoir à tous. Bonsoir. Et ce soir, juste, je précise, surtout vous restez avec nous, il y a les 100 jours avec les CRS des autoroutes d'Aquitaine. J'adore. Avec Canon. Moi, j'adore. Ouais. Il y a du suspense. Oh là. Hein? Il y a une d'action, tout, j'adore. se passe des La trucs. Corse, ouais. Raymond, c'est sur C8, c'est juste après Face à Hanouna. Ça va Pleine forme. Fabien, ils me disent, vous l'appelez pas Biglaoui. Bah, j'ose pas quand même. C'est-à-dire que je me sens moins à l'aise, quoi. Et surtout, vous me racontez une histoire de Père Noël, là, pendant la pause. Oui, j'ai fait le Père Noël, moi. Vous avez fait Père Noël, voilà. J'ai fait le Père Noël. Pas au supermarché. Non, c'était dans un roman photo adulte. Voilà. Donc j'avais déjà escaladé le toit, descendu la cheminée, j'étais dans la salle des bûches, à la page 2 déjà. Hein. D'accord. Ouais, bah ça c'est comme ça. Hein, ouais. bon. Bah, oui, qu'est-ce que vous voulez, j'ai fait Robin des Bois, j'ai fait, enfin j'ai tout fait. Le sans-culotte, un médecin, un maçon, un dentiste, un plombier. T'as fait plus souvent sans culotte. Hein. Alors, on a plein d'info people ce soir. D'abord, les enfants de Serge Gainsbourg qui ont touché une somme substantielle, n'est-ce pas une somme substantielle grâce à la maison, leur mythique maison. Non, oui, absolument. La maison rue de Verneuil qui a été louée. Combien ça leur a rapporté beaucoup. Ça leur a rapporté énormément d'argent. Je vais vous dire ça dans un instant. Attendez. Non, mais elle est en musée. Elle est devenue un musée. Bah oui, c'est un musée. C'est un musée qui marche très bien, à tel point que jusqu'en mars 2025, il n'y a pas de place pour y aller. Tellement c'est complet. Non, mais c'est complet. Il faut se dire que les visites, moi j'y suis allé, c'est 2 par 2 les visites. Hein. Ouais. Donc mais l'appartement de Gainsbourg, moi j'y suis allé de son vivant. Ça fait, la pièce principale doit faire 80-90 mètres carrés, la chambre à l'étage. Non, mais c'est petit. Mais c'est une ancienne. Non, mais c'est une ancienne maison. C'est une loge de gardienne en fait au départ. Ouais, voilà. C'est Brigitte Bardot en 69 qui avait repéré cette loge de gardienne parce que lui voulait absolument acheter rue de Verneuil. Parce que la rue de Verneuil, c'est là où il avait rencontré Gréco pour la première fois. Elle habitait aussi rue de Verneuil au 40. Et d'un seul coup, c'est une rue qui lui avait porté bonheur. Donc même une loge de gardienne, il la prenait et il l'a transformée en un paradis, évidemment, c'était sublime. C'est un peu anxiogène, non? Il y a beaucoup de poupées. Les poupées, c'est quoi le délire? C'est très chargé, c'est très noir. Alors si vous les visitez, ça vaut entre 25 et c'est qu'à 25. Maintenant, c'est passé à 29. Ils ont augmenté le truc. Et en face aussi, il y a un musée. Ils ont fait un musée aussi. Mais il y a un petit problème avec Charlotte Gainsbourg qui gère cette maison. Puisqu'ils ont fait, je sais pas, elle avait pris un monsieur qui devait avancer, je donnerai pas le nom, tu es au courant de l'histoire? Un actionnaire. Ouais, un actionnaire. Monsieur D. Comment? Monsieur D. Qui devait aider un peu tout ça. Et finalement, il n'a jamais avancé le moindre sou. Donc, ils sont en procès qui sera au délibéré le 19 décembre. Le chiffre d'affaires annuel, c'est 4 millions d'euros. Et Charlotte Gainsbourg, elle a des parts majoritaires. Pour les autres enfants, c'est 10%. Et le problème, c'est que l'investisseur, dont on ne donne pas le nom, il a investi, mais ils se sont déchirés. Et donc, du coup, il y a un problème entre eux, parce que l'investisseur dit « je dois payer un loyer de 20 000 euros ». Et c'était pas prévu dans le contrat initial. Donc du coup, il se déchire et rien ne va plus dans la maison. Et un salaire pour le fils de Charlotte qui gère aussi, qui est co-directeur de cet endroit. Il faut quand même savoir, on a oublié, mais Serge Gainsbourg, tu le sais, a 4 enfants. Ça, on l'a oublié. Alors attendez. Donc, il y a Natacha et Paul de son deuxième mariage. Voilà, d'un premier livre. Du premier mariage?
C'est le deuxième en réalité. Mais bon. C'est le deuxième en Avec Françoise-Antoinette Pancrazi. Voilà. Absolument. Et puis après, il y a Charlotte, évidemment. Charlotte avec Jane Birkin. Et Kate. Et Kate qui l'a reconnu. Kate qui l'a reconnu, Lulu. Ils sont 5. Ils sont 5 avec Lulu, effectivement, de Bambou. Avec la chanteuse Bambou. Bon, ok. Non, mais c'est surtout, pour revenir à cette maison, je pense que l'investisseur pensait qu'il allait rentrer dans ses billes beaucoup plus vite, à mon sens. Mais c'est pas un Gainsbourg, c'est un immense artiste, un génie, mais c'était pas un chanteur populaire, entre guillemets, comme Johnny, comme Clo-Clo, où là, c'est des visites par wagon entier, des cars, etc. Donc, c'est pas la même rentabilité. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est là où il a été un peu déçu et que la dispute a commencé à se passer. Et en même temps, vous savez, quand on fait un musée quelque part dans une maison ou un appartement, il faut impérativement avoir un parking. Vous savez que la mairie de Paris exige. Et là, c'est rue de Verneuil à Paris, c'est ingarable. Les bus ne tournent pas, les voitures ne peuvent pas stationner. Enfin, y a pas de stationnement. Donc c'est une vraie gêne, en tout cas, pour le musée. Et heureusement qu'ils avaient acheté les appartements dans l'immeuble en face pour faire un bar, un Gainsbar. Ça marche pas non plus, hein. Pas plus que ça, parce que c'est pas très touristique ce quartier de la rue de Verneuil. Hein. La nuit. Jusqu'à janvier. Oui, enfin c'est pas à côté. Boulevard Saint-Germain, c'est pas à côté non plus. La maison, c'est plein jusqu'en mars 2025 quand même. Bah oui, deux par deux, les visites, c'est Les plein. réservations sont pleines jusqu'en mars. Oui, Ça bien vaut sûr. vraiment le coup qu'il a déjà visité. Moi, je l'ai vu aussi. Oui, Fabien. Ouais, Moi, j'ai visité avant. Je suis allé chez lui avant. Vous étiez. Et j'ai fourni des archives, moi, pour la maison de ça. Je connais bien, c'est très bien géré, c'est magnifique pour aller voir l'endroit. Et je maintiens qu'il a que 4 enfants parce que Kate, c'est pas le papa, c'est pas Gainsbourg. Oui, mais il l'a reconnu, non? Oui, bien sûr, mais c'est pas le papa. Il l'a. Non, c'est pas le papa géniteur. Allez, non, c'est pas le papa. Autre info. Ah, on va passer à une autre info. Non, c'est Des techniciennes, des techniciens, pourquoi des techniciennes et des techniciennes peut-être aussi de Vita, qui refusent de travailler si Slimane est présent sur la tournée. Évidemment, Slimane soupçonné d'agression sexuelle. Vous le savez, c'est un peu compliqué. Gilles. Oui, il y a 2 plaintes contre lui, donc harcèlement sexuel et agression sexuelle. Et les techniciens, en amont du concert de Vita, qui était mercredi soir, concert très attendu à l'Accor Arena de Bercy, ce concert où il y avait énormément de monde, les techniciens avaient demandé, pour résumer, que Slimane ne soit pas là. Ils avaient déjà demandé ça pour un concert à Dijon, il n'avait pas été là. Et là, ils avaient dit, il y a eu des phrases qui ont été prononcées par Slimane, qui aurait, selon eux, agressé certains de nos amis. Nous ne voulons pas que Slimane soit là. Slimane était là. Mais certains techniciens ont quand même fait acte de protestation. Ils ont coupé son micro au début de son arrivée. Et ils ont refusé de le filmer en gros plan. Ah ben regarde, on a l'image au moment où voilà. on coupe le son. Regardez. Voilà. Couper le son et les écrans. Franchement, c'est honteux. C'est pas professionnel. C'est pas professionnel. Je suis désolé. Et ils ont refusé de faire un gros plan sur lui. Il y a présomption d'innocence. Il n'a pas été jugé déjà. C'est honteux. Rost. On a souvent eu ce débat ici. Je suis désolé, mais c'est pas à eux de faire la justice, quoi. Voilà. À un moment donné, sinon, on fait tous justice nous-mêmes et on fait ce qu'on veut et on fait n'importe quoi et c'est la jungle. Donc, à un moment donné, tant que la justice n'est pas passée, je suis désolé. Si tu veux pas y aller, t'y vas pas. Tu vas pas faire ton métier là-bas si t'as pas envie d'y aller. Mais tu plantes pas tu plantes pas le spectacle de quelqu'un comme Alors, ça. Vita voulait absolument qu'il soit là. Elle a dit c'est comme mon frère. Dans une famille, on reste solidaire même si on ne cautionne pas toutes les conneries. Elle avait dit ça avant. Slimane était là. Il y a eu 2 chansons. D'autres artistes, Amel Bent, Matt Pokora, étaient là. Et Slimane était présent également à l'after. Il ne s'est pas caché. Et lui, ce qu'il veut, c'est se montrer quand il y a du public, continuer à faire des concerts. Ce qu'il fait ce week-end. Voilà. Et le public est là où il y a toujours la présomption d'innocence. C'est important de le souligner, ça. Autre info, allez, les Une People, la victoire juridique pour Angelina Jolie contre Brad Pitt. Ça y est, c'est fini ce dossier, là? Oui, c'est pas fini. Non, mais ça fait 8 ans de procédure. Ils n'en peuvent plus. Oui, parce qu'en fait, alors elle a gagné. C'est-à-dire qu'elle a vendu ses parts du vignoble. Ils ont un vignoble ensemble avec Brad Pitt. Sans lui dire. Et elle a vendu ses parts sans lui dire, alors que lui avait une priorité pour acheter peut-être ses parts. Elle n'a pas voulu, elle n'a pas respecté le contrat. Et alors lui a attaqué évidemment pour non-respect des clauses. Et puis finalement c'est elle qui a gagné, elle avait le droit de vendre ses parts. Enfin voilà. Bon, très bien, mais ça va. J'en ai bien tiré finalement. Ça va pas si bien que ça. Non. Oui, parce qu'il ressort. Là, en fait, vous savez, ce que dit Angelina Jolie depuis le début et ce que disent certains des enfants, c'est que Brad Pitt aurait été violent. Abusif. Notamment dans un avion. Je crois que c'est en 2016 où il avait bu, etc. Et donc là, il y a un juge
qui a donné raison à Angelina Jolie en disant il faut produire tous les documents, tout doit être transparent, documents privés, publics, d'enregistrement, tout ce qu'il y a, pouvant prouver qu'il y aura eu violence. Mais pas que. Donc parce c'est une que- victoire juridique d'Angelina Jolie parce qu'il y aura la transparence absolue. C'est pour la garde des enfants. Ouais, et, alors, c'est ça. et le jour où il était bourré dans le jet privé qui les a amenés, on peut sourire. T'étais là aussi? Non, mais c'est affreux. Oui, j'étais là. J'étais dans la soute. Et En bagage cabine. vous savez ce qu'il a fait, Brad Pitt, en sortant de l'avion complètement bourré? Peut-être il a été, on ne sait pas, hein, on n'était pas dans l'avion. J'étais dans la soute. Et en sortant de l'avion, il est monté dans un camion à essence, vous savez, qui alimente les avions. Et il s'est barré en pilotant le camion citerne sur le tarmac. Je vous jure que c'est En vrai. fumant une clope et tout. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Et après Il y a avoir pas versé. que l'histoire de l'avion, parce que en fait, c'est des années et des années d'abus qui sont dénoncés par Angelina Jolie et par les enfants aussi. Il y avait eu, je me rappelle, à un moment donné, je ne sais pas si c'était un tweet ou en tout cas un post d'un des fils, le Pax, je ne sais pas si vous voyez, Pax, qui est un des fils d'Angelina et de Brad, et qui parlait de son père, mais vraiment en le fustigeant et en disant, voilà, tu nous as fait souffrir pendant des années. Les plus jeunes tremblent en ta présence. Ouais. Avec les plus jeunes tremblent en ta Ce qui est assez présence. étrange, parce qu'on pourrait penser que c'est Angelina un peu, voilà, celle qui est un petit peu borderline. Et en fait, on se dit, et Brad Pitt qui est un peu le gendre parfait. Et au fond, finalement, voilà, elle se retrouve avec un mec qui est un petit peu discutable, quoi. Enfin, on s'attend pas à ça de Brad Pitt, quoi. Non. Il y a un autre problème pour Brad Pitt, c'est que le juge a demandé que soient donnés tous les documents concernant une proposition qu'aurait faite Brad Pitt d'un accord de confidentialité. Je te donne 8,5 millions de dollars et tu tais tout ce qui s'est passé entre moi et les enfants, toi et moi, etc. C'est horrible. Et donc, tout s'achète aux États-Unis, même voilà. en silence. Mais là, ça s'est pas acheté, mais Brad Pitt est en grande difficulté s'il a vraiment proposé ça. Kate Winslet qui se confie avec émotion sur les commentaires grossophobes, dont elle a été victime après Titanic. Les commentaires grossophobes, je les ai laissés faire, dit-elle. Je leur ai dit, j'espère que cela vous hantera. C'était un grand moment parce que ce n'était pas seulement pour moi, mais pour toutes les personnes ayant subi ce genre de harcèlement. C'était horrible, c'était vraiment horrible. L'actrice, effectivement, qui s'exprime. C'est vrai, mais c'est un problème, je me souviens pas, elle n'était pas grosse. Non, pas du tout. Non, mais enfin, c'est un truc de dingue, ça. Elle était pas grosse, mais il y avait eu aussi, à la même époque, il y avait eu Renée Zellweger avec Bridget Jones. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Au contraire, on Quand elle avait l'a fait adorée. voilà. Et dans Bridget Jones, franchement, elle est énorme, je l'adore. Oui, mais Fabien, c'est quoi, ça? J'étais pas au courant, ça. Ah bon, il y a écrit Fabien Mais- Lecoeur. Ah ouais. Mais parce que dans la moyenne de la norme de l'époque des actrices, elle était un peu plus potelée. Mais vous imaginez donc Mais la violence pas des du gens, tout mais elle sublime. était magnifique. Mais non, mais elle est On a absolument une image sublime. de Kate Winslet. Il y a évidemment aucune question à se Elle a un poser. peu de visage. Et donc, Ça va pas bien. elle a subi. Bah oui, c'est. Mais non, mais tu le savais, Raymond, elle est pas. Elle est pas. Moi, j'aime beaucoup. Ah oui, oui. Mais j'hallucine. C'était pas, Je me souvenais même pas qu'elle avait été victime de grossophobie. C'est une blague, non? Si, elle avait même. Oh, c'est un classique en même temps sur les qu'elle réseaux. avait fait après. Souvenez-vous, Louane, il y a eu le même problème à un moment donné aussi. Elle s'est fait insulter sur tous les réseaux alors Ça veut qu'elle dire quoi, elle ça? est Mais qui mignonne, elle est insulte? adorable. Je comprends pas. Qui peut m'expliquer qui insulte Mais les Pascal réseaux sociaux. Bah, venez dans mes DM, vous verrez. Mais qu'est-ce que les gens Généralement, les gens n'ont pas de photo de profil. Ah bah Ou moi, alors c'est ils ont l'enfer. photo de Moi, chat. c'est tous les jours. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est tout. Ah oui, On n'a pas plus d'infos sur ces gens-là. Je vois pas le problème. Mais les réseaux sociaux, c'est ça démocratisé. Que ça, bien sûr. Même Voilà. les plus lâches aujourd'hui, ils font ça. Moi, j'en reçois tout le temps. Vous faisiez une émission dans la seconde qui suivait. Vous avez des trucs, sale singe, rentre dans ton arbre, dans ton cocotier, dans ton truc. Bien sûr, c'est en permanence ça. Sauf sur que là, c'est pas que les réseaux pendant des sociaux. années. Hein. Donc, c'était les animateurs eux-mêmes d'émissions de télé qui la dézinguaient. Genre, si elle avait des kilos de moins, Leonardo DiCaprio aurait pu tenir avec elle sur la planche. Enfin, des trucs horribles. Des humoristes qui étaient borderline, quoi. C'est ça, Exactement. Il a raison, Et elle dit c'est épouvantable. Mais c'est horrible, vraiment. C'était pas les réseaux, parce que les réseaux n'existaient pas. Ouais, exactement. Enfin, c'est quoi Titanic 97 déjà? Il y a 30 ans. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. C'est la théorie de Gilles. C'est les gens qui étaient déjà méchants, les gens, la presse people, les journalistes, tout ça. Un peu de jalousie, un peu de tout. Mais là, vous voyez, elle a présenté son nouveau film à Londres. Elle est venue à Paris très vite, mais surtout à Londres, où elle a fait un tapis rouge, un red carpet. Et là, elle a fait exprès, elle est toujours comme ça, c'est une très jolie fille, très, très enfant. Elle est restée en pantalon exprès, et un peu, pour montrer comment elle assume parfaitement ses quelques petites rondeurs, et elle est parfaite. Incroyable. On a une époque où on nous dit tolérance, où on doit tout accepter. C'est pas exactement la même époque, justement. Mais non, mais même encore aujourd'hui. Non, mais là, je sais pas, je vais vous parler de. Mais non, mais c'est vous pareil, parlez parce que regardez. C'est récent, ça. Je comprends pas du Elouane, tout. c'est pareil. On vous dit la tolérance pour tout, il n'y a aucun problème, chacun fait ce qu'il veut. Mais après, on vous juge encore
sur le physique. La plus grande influenceuse aujourd'hui, la Lena Situation, qui est vraiment la fille qui est la plus suivie aujourd'hui. Elle est victime aussi, pareil, de grossophobie. À chaque fois qu'elle se met en robe, même ses cheveux frisés, d'oriental, etc., elle a des commentaires de haters sur tout ce qu'elle peut poster. Voilà, c'est scruté au moindre truc. Moi, j'ai même vu des haters sur un truc de fooding. C'est-à-dire qu'il y avait une fille qui faisait un couscous tunisien et les gens l'insultaient parce que c'était pas comme ça le couscous tunisien. Mais vraiment, des commentaires de moi, je me demande ce que ces gens font dans la vie. En fait. Ok. Bah, rien. Allez, autre sujet. Moi, je trouve ça, franchement, je trouve ça dégueulasse parce qu'on nous dise pas la tolérance de tout. Je suis désolée, mais c'est quoi la grossophobie? C'est pas les mêmes qui prônent la tolérance et ceux qui. Non, mais c'est les gens malheureux. Mais ouais, enfin, c'est quand même. Ça se transforme souvent en harcèlement quand même. Bah oui, en plus. Allez, autre sujet, l'interview très controversée de Loana chez Sam Zira. Je sais pas si vous avez vu ça, Fabien Lecoeuvre. Non, vous avez pas vu. On va. Non, je l'ai pas vu ça là. Non plus. Je pense qu'on n'a pas les mêmes fiches. Ah bon? Ah, c'est pas. Ah oui, peut-être. Ah, ça, mais elle est mais écoutez, ça c'est embêtant. Bon, alors, Gilles peut-être est au courant. On va revenir sur l'interview de Loana, star de la télé-réalité, évidemment. Il a 36 fiches. Dans l'émission En toute intimité de Sam Zira, elle est revenue. C'est ça, sur le viol qu'elle a vécu à Vence, dans le Sud. En 2023, absolument, elle est revenue là-dessus. Elle a dit j'ai vendu mon corps pour sauver mon chien. C'est horrible. Oui, et elle a dit aussi que l'auteur a été condamné à 8 mois avec sursis. Ce qui est une sanction extrêmement faible. Elle est revenue aussi sur l'agression dont elle avait été victime, et là aussi les peines sont très faibles. Donc en fait, certains ont critiqué Loana parce qu'ils ont dit elle est surexposée dans cette interview, elle s'exprime parfois de manière difficile. Mais moi, je peux vous dire qu'elle avait besoin de dire ça, elle avait besoin de s'exprimer et ça lui a fait immensément de bien. Alors, c'est aussi Loana, elle a fracassé tout le monde. Ouais. Ah, c'est ça. Attendez, regarde un extrait, on va voir en vidéo ce que ça donne. J'ai eu un viol aussi, tu te rappelles-toi, l'année dernière de 10 heures. Hein. Mon corps, j'ai l'espace. C'est ça. Tout le corps. Avec la barbe, là. Ouais. Je crois qu'il n'en pouvait plus, mon corps. Tu sais ce qu'il a eu? Non. Après tout ça, avec même photo à l'appui. 8 mois de sursis. 8 mois de sursis? Sur la tête de mon chien. Mais c'est scandaleux. J'ai dû raconter ça des heures et des heures, les moindres détails. Tu dois te mettre à poil devant un médecin légiste que tu connais pas, qui te fait des photos de ta de ton cul, de tes seins. Je sais pas si a été le pire, l'avant ou l'après, quoi. Ouais, c'est ça. Gilles. Elle a expliqué également qu'elle avait arrêté l'alcool et la drogue depuis 2 ans, qu'elle est en meilleure santé. Elle fume parfois occasionnellement, mais ça va mieux. Et puis, elle a dit qu'à cause des médicaments, elle avait pris énormément de poids à un moment. Donc voilà, aujourd'hui, ça va mieux. C'était vraiment une interview vérité. Alors, elle a fracassé Jean-Édouard, elle a fracassé Marie Garet, qui est la gagnante de Secret Story 5. Enfin voilà, c'était du Loana aussi, avec sincérité. Et moi, j'ai trouvé qu'elle est extrêmement émouvante dans cette interview. Bon, comment vous c'est vrai, parce que par rapport à Jean-Édouard, elle était très vexée que Jean-Édouard reprenne pour sa propre promo une simulation de scène dans la piscine. Ah, tiens, justement, là, la réaction de Loana à propos de Jean-Édouard. Mercredi, 16h30, quelque part dans une piscine. Non! Après la piscine, rien de tel qu'une bonne compilation. Indalux, le meilleur de la house. Je déteste! C'est fini! T'avais pas vu cette pub? Parce que tout ce que je t'ai dit! T'avais pas vu cette pub? Je t'emmerde! Comment elle a pu utiliser ça? Mais t'avais pas vu, Loana? Mais non! Mais c'est horrible! Retrouver-moi dans la piscine avec Loana! C'était une publicité, une vraie publicité qui avait été faite en 2001. Quelle horreur! Je savais pas, j'étais persuadée que tu Je l'avais déteste, c'est fini, même pas. Enfin, son excuse, tiens, je lui fais tiens! Là, Jean-Édouard, tu peux venir n'importe quoi. Hein. Il peut venir à 4 pattes à poil avec des fraises, là, j'ai mis un coup de pied dans la gueule. Hein. Ah oui, bah, lâche pas ses mots, c'est en même temps. Hein, parce qu'elle lui donnait quitus de ses excuses, etc. Ouais. Et quand elle a vu la pub, boum, elle s'est remise à la fracasser en disant oubliez tout ce que j'ai dit, elle l'a refracassé. Et on a aussi les propos très forts qu'elle a tenus à propos de Marie Garet. Ouais. Quoi vous me comparez à cette Loana? Je vais très bien psychologiquement. Je n'ai pas spécialement d'addiction. J'arrive à aligner les mots les uns derrière les autres. J'arrive à m'exprimer. Je n'ai pas d'enfant à la DAS. Si je la vois, je l'étrangle. Sale. Ça t'a blessé? Non, c'est une sale. Je l'emmerde. Les excuses, tu les acceptes? Non. Et encore, je lui mets dans les fesses. Ces excuses. Elle n'a qu'à pas ouvrir sa gueule de plus. Vis ma vie.
Et après, tu parles. Voilà, Loana, elle fait elle nous tient au courant de sa santé. On espère qu'elle va bien, évidemment. Et bravo à elle si elle a réussi, effectivement, comme vous le dites, à arrêter avec ses démons. Il paraît que vous avez des petites informations, Fabien Leclerc, à propos de Madonna, m'a-t-on dit. Ah oui, Madonna. Ah oui, parce que là, je pense qu'on va être raccord peut-être pour deux. Hein. Non, c'est-à-dire tu veux que Gilles la fasse ou pas celle-là? S'il veut. Non, allez-y. Non, vous êtes sûr? Non, vraiment. Non, alors Madonna, elle s'est exprimée cette semaine parce que vous savez qu'elle a toujours le trac, malgré ses 40 ans de carrière comme ça, elle a toujours le trac. Ça prouve qu'elle est pro. Et donc voilà, oui, c'est ça. Et en fait, donc elle a dit, moi je fais la méthode de Funès. Alors, moi je me souviens parce que De Funès m'avait raconté cette méthode un jour, j'avais partagé une loge avec lui. Et en fait, quand on a le trac, il y a un truc à faire. Vous savez, le trac, ça vient du ventre, en fait. Ça monte comme ça, on n'a plus de salive. Et quand on n'a plus de salive, la langue ne peut plus former les mots. Donc on bafouille et c'est une catastrophe. Eh bien, De Funès, qui avait longtemps été... Avant ça, il a réussi très tard dans sa carrière. Dans la tête de Bernard. Le trac, ça me parle pas. C'est le j'ai partagé une loge avec le Funès. Non, mais... Pardon, on croit, mais c'est tellement surréaliste. C'est arrivé, mais j'ai commencé en 77, 78, ma carrière. C'est arrivé. Alors, comment on fait? Alors, ce que vous faites, il y a un truc, De Funès lui disait toujours, il faut se mordre l'extrémité de la langue. Quand vous n'avez pas le verre d'eau à côté de vous, vous mordez et fermez la bouche, mais à un moment donné, vous mordez l'extrémité de la langue, il y a un jet de salive qui part. Ah, c'est vrai. Et du sang. Non. Alors, et c'est très efficace parce que à partir de là, quand vous avez le trac, vous mordez un peu la langue, ça fait partir de la salive. À partir de là, la langue peut bien tourner dans la bouche et vous formez bien vos mots, en élocution ou en diction. J'adore, c'est énorme. Et surtout, quand vous êtes pris d'émotion à l'inverse, donc j'ai vu que Madonna appliquait cette méthode-là en tout cas, et quand vous avez été pris par une émotion très forte, vous allez à un enterrement, vous devez parler, vous ne pouvez pas parler, vous êtes coupé. Il faut légèrement entrouvrir la bouche, légèrement, ça coupe le canal lacrymal là, donc vous ne pleurez pas. Ah bon, si on fait ça, c'est des techniques de comédien d'ailleurs, mais ça marche très bien. Bon, en tout cas. Donc elle a la même technique que De Funès. Et Julio Iglesias, il paraît que vous avez une petite info là, il reste. Oui, parce qu'il s'est exprimé cette semaine. Julio s'est exprimé cette semaine. Et surtout, oui, bien sûr, il est revenu sur son enfance, etc. Parce que son papa était gynécologue. On l'ignore. Bon, et bien sûr, il allait souvent voir par le trou de la serrure du cabinet quand il était enfant. Non, mais attendez, il a le droit de faire ce qu'il veut. Attendez, c'est pendant son enfance. Bon. Au-delà, après, il a commencé une carrière. Il a à la hauteur. Hein. C'est pas. Oh là là. Il a commencé une carrière surtout de footballeur. Très jeune, à 19 ans, il était dans les Benjamins au Real de Madrid. Je ne sais pas si vous le saviez, Gilles. Oui. Et malheureusement, le 22 septembre 1962, il a un très grave accident de la route, fracture ouverte de la jambe. Il est obligé d'arrêter sa carrière, Julio. Et vous savez, il y a toujours un jour dans votre existence qui est un jour quelque part, c'est votre jour de chance, même si c'est un accident de voiture. Mais c'est ce jour de chance qui fait qu'il est immobilisé pendant 6 mois à l'hôpital. 6 mois, c'est long. Il dit, je vais apprendre à jouer de la guitare. Il fait ses premières chansons. En sortant, il reprend plus le football. Il va taper aux portes des maisons de disques à Madrid et il sort son premier disque. Génial. C'est-à-dire, vous voyez, j'adore les des belles fois, histoires comme ça, des carrières qui se font sur un accident, ça ne devait pas se faire et vloum, paf, il y a une carrière qui décolle. C'est formidable. J'adore ces histoires-là. Mais c'est riche d'espoir pour tout le monde finalement. Exactement. Bien sûr, tout est possible. Merci. Merci d'être avec nous. C'est pas ça, Mouna. On est samedi soir, on est trop contents. Et moi, je suis tellement contente d'avoir Patrick Sabatier sur ce plateau. Mais je l'ai dit, cher Patrick, tout à l'heure, en début d'émission, on a une grosse surprise. À la fin de l'émission, Patrick Sabatier nous fait l'amitié de venir sur ce plateau. Et moi, je suis touchée, parce que je vous le disais tout à l'heure, je le disais en début d'émission, vous avez une carrière exceptionnelle, on va en parler. Vous sortez un nouveau roman. Oui. Voilà, dans la prolongation du premier roman que vous avez écrit. C'est pour ça que vous êtes. Ne le dis surtout pas à Paul. On va en parler. Puis on va parler aussi de vous, Patrick Sabatier, parce que votre carrière est exceptionnelle en télévision. Vous changez pas, c'est incroyable. Vous changez quand pas. même. Non, mais vous êtes un peu comme Bernard Mondial, ne bougez pas. C'est génial. Non, mais c'est vrai. Non, Bernard, il se tient très bien. Dans son âge. Et je trouve, Patrick Sabatier, si je puis me permettre, ce soir, c'est vrai qu'on est dans une actualité qui est quand même lourde, on va dire, pour tout le monde. Bah, le fait de vous voir, ça nous met dans cette ambiance, ça nous rappelle cette France qui était joyeuse, donc on est comme ça, quoi. Merci en tout cas d'être là. Et avec plaisir. Ah non, c'est super, on est content de voir Patrick Sabatier. Vous êtes content, le public aussi, de voir Patrick Sabatier. Quelle personnalité. Votre livre
On en dit peut-être un mot. C'est un roman. Même peut-être 2, si vous voulez. Même Je suis 10, assez d'accord. vous avez le droit. Non, c'est la prolongation du premier livre. Dans le premier livre qui s'appelle La Lettre, Bernard avait d'ailleurs fait une très gentille critique de ce premier livre. C'était magnifique. Magnifique, La Lettre. Alors là, j'étais bouleversé, où il dit des choses quand même personnelles. J'apprends que j'ai un frère caché. Voilà. Et celui-ci, donc, dans la prolongation, j'ouvre une mallette qui appartenait à ma mère, qui s'appelle Emma, dans le livre, et on hésite toujours à ouvrir des mallettes de personnes qui ne sont plus là, et en découvrant à l'intérieur de cette mallette une photo de classe de 3e B, derrière laquelle il y a « Ne le dis surtout pas à Paul », je reconnais l'écriture de ma mère, une écriture maladroite, elle était italienne, et donc je veux savoir dans quelles circonstances elle l'a écrit, à qui elle s'adressait, et je pars à la recherche de mes 6 copains qui font la bande, enfin... Première connerie, premier flipper, première petites amies, première cigarette. Et là, je veux savoir à qui s'adressait Emma et surtout qu'est-ce que je ne devais pas savoir. Et donc, c'est à la fois très inspiré par mon histoire, par son histoire. Et j'apprends presque en même temps que le lecteur que ma mère n'a pas été très heureuse toute sa vie en ayant un secret qu'elle a voulu me cacher pour me préserver. Et donc, à la fin, je dis ce qui est le cas de nous tous ici. On pose des tas de questions, ce qui est votre cas, Pascal, à des tas de gens qu'on ne connaît pas parce qu'on est journaliste, donc on se permet tout, tu le fais beaucoup à la radio, et on n'ose jamais poser des vraies questions à ses proches parce qu'on n'ose pas, parce que c'est indiscret. Et j'ai posé des questions à Belmondo, à Delon, à Deneuve, enfin à Sardou, à Hallyday, etc., à beaucoup, à Tapi, à Elton John, à France Gall, mais j'ai jamais osé poser des questions à Emma parce que peut-être que j'avais peur d'entendre une certaine vérité. Oui, puis la pudeur, c'est pas toujours évident de parler à ses parents. C'est jamais évident d'imaginer même ses parents amoureux. Enfin, il y a des tas de choses qu'on ne veut pas savoir. On va vous faire un petit cadeau. Cher Patrick, c'est la période, on a retrouvé une image de vous au tout début de votre carrière. C'était dans Les Visiteurs du mercredi. Je suis sûre que les téléspectateurs vont adorer revoir ces images. C'était en 1976. On a retrouvé cette image. Regardez. Elle n'était pas née. Ah non, j'étais pas présente. Bonjour sur TF1 et aux Visiteurs du mercredi. Un événement de grande importance, c'est le moins qu'on puisse dire. Me voici. Et voilà, oui, les Harlem Globetrotters. C'est pas moi. Pourquoi vous vous appelez Harlem Globetrotters? Qui me comprend? Est-ce que vous me comprenez? Alors attendez, je me lance. Do you understand me? Non, bon alors tout va très bien. Alors on continue comme ça. J'adore ces images. Vous avez des bons souvenirs de vos débuts? Pardon? Vous étiez au tout début de votre carrière, là, Patrick? Oui, là, c'est enfin, des premières fois, oui, en 76. J'ai eu la chance de rencontrer Christophe Izard qui m'a fait confiance et qui m'a confié plusieurs heures de direct le mercredi après-midi. Et on recevait à la fois des sportifs, des acteurs, des chanteurs. Et vraiment, j'ai eu beaucoup de chance parce que ceux qui sont venus, alors que j'étais absolument inconnu au bataillon, m'ont vraiment aidé dans l'apprentissage du métier. Oui, mais enfin, vous deviez avoir du talent. On n'arrive pas à parler par hasard. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Je crois peu au talent. Il faut en avoir un petit peu, mais beaucoup de travail. On a aussi des images. Moi, j'adore regarder les images. J'imagine que vous aussi, et vous chez vous. Les images extraits du jeu de la vérité. Ah, le jeu de la vérité aussi, évidemment. Vous avez reçu beaucoup de célébrités, notamment Serge Gainsbourg. Je voudrais qu'on revoie ce passage. On ne se lasse pas de ce passage. Je vois Gilles, elle sourire jusque-là. C'est vrai, non, mais vous adorez. Regardez le passage. Mon petit gars, je peux te dire, j'en ai tiré des gonzesses. Et puis des bolos. Hein. Un jour, j'étais sur une... Oh, puis des tas monstrueux, des gonzesses cubiques, des culs monstrueux. On dit, en espagnol, on dit « mucho jamón para dos huevos ». Ça veut dire beaucoup de jambon pour 2 œufs, tu vois. Et Patrick Sabatier, 2 choses. Aujourd'hui, impossible. Ça, aujourd'hui, impossible. Voilà, on part en prison. Là, c'est la prison. C'est la prison. C'est direct. Là, c'est pas possible. Comment on gère un personnage comme Serge Gainsbourg? Moi, je suis très ému parce que tout à l'heure, tu parlais de l'émission de la maison de Gainsbourg, rue de Verneuil, et moi j'y suis allé, et alors qu'on avait tout pour ne pas s'entendre, sauf les gitanes, car à l'époque je fumais des gitanes. Heureusement que j'en fume plus depuis très longtemps. Lui, je pense que ça l'a tué, malheureusement. Et à chaque fois que je l'ai appelé pour faire quelque chose avec moi,
Alors que franchement, c'est Monsieur Gainsbourg, il a dit oui. Il était extrêmement proche des gens qui avaient envie de réussir, avaient envie de faire leur parcours. Et un jour, il m'a invité chez lui pour préparer une émission. Il était, alors chez lui, vous y êtes allé, hein, c'est une maison en vernis noir à l'intérieur. Il y a des marionnettes comme ça. Et puis il m'a dit, alors moi je ne suis pas très bien limité, mais il m'a dit, hey, petit gars, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Alors je dis, moi, une de mes chansons préférées, c'est la javanaise. Et alors je me suis mis au creux du piano comme ça. Il m'a dit, je te la chante rien que pour toi. Et j'avais Gainsbourg qui me chantait pour moi la javanaise. Et là, ça a été un moment, et ça a été peu de temps avant son décès en 91. Et vraiment, je suis très ému parce que c'était vraiment un type très talentueux, très malin, qui avait le sens du public, qui avait le sens de la répartie. C'était... Et dans la vie de tous les jours, vous le connaissez aussi bien que moi, c'était presque un humoriste. Il avait un regard sur la vie. Il a beaucoup souffert dans son enfance. Il avait un regard sur la vie qui était formidable. Il avait beaucoup d'humour, Serge Gainsbourg. Vous avez reçu aussi Alain Delon. Vous avez reçu tous les plus grands, Patrick Sabatier. Regarde un extrait. Comment un père peut-il poursuivre en justice son fils? Je crois que mon fils traverse un problème d'existence. Il a besoin de se trouver une identité et d'exister par lui-même. Il existe par lui-même, il existe parce qu'il a un caractère, parce qu'il a un tempérament, parce qu'il a une personnalité, parce qu'il a un cœur gros comme ça, comme celui de son père. Et son identité, il l'a. Ton père sera toujours là lorsque tu en auras besoin, il sera toujours là pour te pardonner. Mais surtout, n'attends pas son dernier soupir pour lui demander son pardon et comprendre, parce que tu risquerais de le regretter toute ta vie et d'en souffrir tout le restant de tes jours. Ça, c'est des moments de télé incroyables, Patrick Sabatier. Mais c'est bizarre ce que vous faites, parce que moi, jamais je ne regarde ce que j'ai fait. Jamais je ne me suis regardé à la télévision, jamais. Jamais je me suis écouté à la radio. Et à chaque fois, là, quand je regarde ça, quand je les écoute, vous vous rendez compte ce qu'il dit? Ce qu'il dit, c'est beau. C'est terriblement. À une heure de grande écoute. Oui, non, mais dans sa vie, dans l'approche de la mort, dans ce qu'il faut se dire entre père et fils, c'est un homme de grande qualité. C'est un homme de grande qualité. Et vous, comment vous le viviez, puisque vous étiez en one-to-one en face-à-face avec l'invité? J'étais le premier spectateur des artistes que je recevais. Ça devait être très chargé en émotions. Comment vous viriez ça? Vous savez, le jeu de la vérité, alors la vérité, c'est que je ne voyais mes invités qu'à 8h20. On commençait l'antenne à 8h30. Donc je ne les voyais pas avant. On s'était eu au téléphone, évidemment, pour programmer. Et à partir de ce moment-là, Pascal, je ne voyais pas mes invités. On se retrouvait derrière l'entrée du plateau. 10 minutes avant, on prenait l'antenne à 8h30, 20h30. Donc, tous les deux, on savait... Ça a été le premier invité, Alain Delon. Le premier invité. Il avait donné son accord 8 mois avant, il a tenu parole, je l'ai souvent raconté. Et le 11 janvier 85, il était là à 8h20. Et je le dis souvent, je l'ai déjà dit, mais il m'a fait comme ça, juste avant d'entrer sur scène. Il m'a dit, on ne peut pas ne pas réussir. Génial. Donc, génial, on n'avait pas beaucoup le choix. Très fort. Mais depuis ce 11 janvier 85... nous ne nous sommes jamais quittés. À chaque fois que j'avais quelque chose à lui demander, pas pour venir dans l'émission, mais pour échanger, un point de vue, etc., il a toujours été là. Les hauts, les bas, ils sont plusieurs, comme ça. Aznavour, Hallyday. Il y a vraiment, dans notre métier, il y a de tout. Mais il y a des gens très bien. Et Alain Delon, vous avez pu échanger avant lui, avant qu'il ne parte, pas longtemps avant? Oui. Patrick? Ça a été un moment... intense? Vous lui avez parlé? Nous nous sommes parlé, oui. Au téléphone ou vous l'avez vu? Nous nous sommes parlé. C'était dur pour vous? Non. Il y a des moments pour tout et je crois que M. Delon acceptait bien le moment qui allait arriver. Pour vous, ça devait être difficile? Non, mais je pense que c'est une leçon jusqu'au dernier moment. On ne sait jamais comment on va se conduire. On ne sait jamais comment on va se conduire. On n'imagine pas. Moi, je n'imagine pas. Lui, il l'avait déjà prévu, imaginé, souhaité. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, d'où il est, quand il voit comment les choses se sont passées, il est... Je ne sais pas. Je ne parlerai jamais pour lui. Il n'aimerait pas. Non.
mais vous avez échangé des moments forts. Et c'est vrai qu'il y a des moments chargés en émotions. Et je comprends que ce soit pour vous, effectivement, des moments intenses. Intimes et intenses. Si on regardait un extrait de Sophie Marceau, on adore Sophie Marceau aussi, pareil. On l'adore tous. C'est la deuxième. Nous sommes allés vous demander un autographe. Vous avez soufflé et après vous êtes parti en courant. Lorsque vous touchez votre cachet, avez-vous une même attitude? Je ne pense pas que vous ayez l'étoffe d'une grande comédienne, ni même sa beauté physique. Pour que la chance vous ait souri aussi vite, est-ce que vous avez couché avec tous les metteurs en scène? Persisterez-vous dans des films d'auteur, mais où manifestement vous n'avez rien à faire? Si vous permettez, monsieur, je demanderai à Sophie Marceau de ne pas répondre à ce genre de questions. Il y a aussi des limites à la décence, même quand on pose des questions. T'as bien fait. Là, bravo. Oui, je crois que, moi je le dis souvent, le public, on doit le respecter, évidemment, mais le public doit respecter également les stars, les vedettes. Il y a un échange qui doit être équilibré. Et là, ce monsieur, d'ailleurs en ce moment on le vit très bien, hein, avec les réseaux sociaux, l'anonymat, on dit n'importe quoi, n'importe comment, sans réflexion, que des réactions. Et là, il est allé trop loin. Elle est toute jeune, Sophie Marceau. On est en 1985, elle n'a pas 20 ans. Elle a fait la boum, c'est un succès énorme. Et puis, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a personne qui filtrait les appels? Vous savez, vous pouvez filtrer tous les appels que vous voulez. Une fois que vous êtes en direct à l'antenne, on vous donne la question A. Alors à l'époque, c'était un standard. Vous donnez la question A, vous êtes à l'antenne, vous parlez de la question B. Et puis c'est comme ça. C'était à moi, c'est à l'animateur, à ce que vous faites, à ce que nous faisons tous, de gérer, d'être l'intermédiaire. À la fois de laisser la liberté aux téléspectateurs de poser toutes les questions qu'ils veulent, mais à la fois que ce soit dans une forme de respect. On ne peut pas tout dire à n'importe qui et à n'importe comment. On ne sait pas à qui tu réponds ça d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs questions qui sont montées. Vous avez couché avec tous les metteurs en scène, vous n'êtes pas bonne, vous n'êtes pas jolie. Je sais très bien à qui, mais ça irait bien pour les trois d'ailleurs. Oui. Mais c'est surtout à. Mais la dernière, paradoxalement, elle n'est pas si méchante que ça sur les films d'auteur. Non. C'est vous avez couché. Ouais, c'est ça. Ça, c'est inadmissible. D'ailleurs. Patrick, sincèrement, quand on revoit ces extraits qui ont marqué l'histoire de la télé, au moment où vous le vivez, vous vous dites, là, je tiens des moments de télé qui vont rester dans l'histoire de la télé, où vous vous dites, par exemple sur Gainsbourg, comment je vais gérer ça? Sur Sophie Marceau, c'est la catastrophe, etc. En direct comme ça. Une très bonne question, Gilles. Je ne sais pas ce que je me dis, mais c'est une très bonne question. Je crois que le fait que, tout à l'heure je l'ai dit, je ne me suis jamais regardé après, je n'avais pas l'impression de marquer la télévision. J'avais l'impression d'inviter des personnalités que j'aimais beaucoup, d'ailleurs, que je respectais beaucoup. Après, il se passait ce qui se passait. Mais on n'avait pas... Tout a changé. On n'avait pas... Aujourd'hui, on fait quelque chose, c'est immédiatement repris, déformé, augmenté. Bon, là, la télévision, c'est quand même le temps de réagir. Alors souvent, je m'apercevais qu'une émission était plus ou moins réussie 2-3 jours après, quand je voyais les critiques, l'audience, etc. Mais j'avais l'impression quand même, entre Tapi, Elton John, Delon, vous les avez tous connus, Gainsbourg, d'avoir des monstres sacrés devant moi. Moi, quand je parle d'aller chez Gainsbourg et qu'il me dit « Viens chez moi rue de Verneuil », je suis comme un enfant. Quand Aznavour me fait participer à 3 jours de sa vie, c'est quelque chose d'incroyable. Enfin, tout. Delon qui me demande de venir à Marrakech, etc., pour préparer des choses avec lui. Enfin, on est animateur, on n'est pas des stars. Donc, Bernard le sait bien, quand on les rencontre, quand on est à leur côté, on n'oublie jamais, d'ailleurs je le marquais dans le premier livre, on n'est jamais que des passeurs de plats. Moi, je peux descendre les Champs-Élysées tranquillement. Delon, je crois pas. Des passeurs de plats ou des passeurs d'émotions, aussi, parce que c'est ce que vous avez transmis, effectivement, avec ces extraits. Vous avez vécu une télé. Est-ce qu'elle existe encore, cette télé, aujourd'hui, selon vous, Patrick? Alors, je ne sais pas si elle existe, mais la fierté que j'ai, Pascal, c'est que je n'ai acheté aucun concept. Tout ça, c'est le fruit d'imagination, de poubelles remplies de mauvaises idées, parce que j'écris à l'ancienne, non, ça n'ira pas. Et puis un jour, il y a le jeu de la vérité, puis un jour, il y a avis de recherche, et puis un jour, à porte-bonheur. Mais c'est d'abord une feuille de papier. Après, il faut convaincre les patrons, il faut convaincre son équipe, il faut convaincre la presse, et puis il y a le public. Et quand tout d'un coup, tout ce que l'on a fait rencontre, à l'époque,
entre 15 et 18 millions de téléspectateurs, on se dit vous vous rendez compte, 15 à 18 millions. Vous savez, C'est incroyable, les gens qui me croisent, les gens qui me croisent dans la rue, le plus beau compliment, je le dis toujours, c'est ma Légion d'honneur. On vous reconnaît, Patrick Sabatier, dans la rue. Moi, je suis sûre que vous descendez les Champs-Élysées. Vous avez dit que vous voulez des Non. Je peux vraiment. Il faut que je mette un masque pour qu'on me reconnaisse. Je prends le masque de Drucker, là, ça marche pas. Bien sûr qu'on reconnaît Patrick Sabatier sur les Champs-Élysées, c'est pas vrai ça. Non. Mais les gens me disent dans la rue très souvent. Vous avez marqué mon enfance, ou alors ma mère, ceci, et pourquoi pas votre grand-mère, il n'y a aucun problème. Moi, j'estime que ça a été extraordinaire d'avoir accompagné des vies, parce que si moi j'ai accompagné des vies m'ont accompagné. Bien sûr. Donc, si on avait autant de personnes, ça veut dire que ce que l'on faisait fonctionnait, et je n'ai toujours animé que des émissions que j'aurais regardées. C'est-à-dire que, voilà, j'avais une idée, mais vous savez, quand j'ai vendu le jeu de la vérité à TF1, on m'a dit ça ne marchera jamais. Quand j'ai proposé Avis de recherche, on m'a dit avec un titre comme ça, c'est trop policier, ça ne marchera jamais. Quand j'ai fait porte-bonheur en disant voilà, on va demander aux Français de dénoncer des gens parce qu'ils ont fait du bien. On m'a dit mais c'est pas la mentalité des Français. On essaye, ça ne marchera jamais. À chaque fois qu'on m'a dit ça ne marchera jamais, je disais un carton. Allez, ça va marcher. Bravo, c'est très fort, Patrick Sabatier. Alors, vous avez travaillé ensemble. Oui, non, mais c'est surtout que, on a fait la radio ensemble, de la télé, mais c'est surtout qu'il faut rappeler, parce qu'il ne suffit pas de recevoir d'immenses stars. Ça ne fonctionne pas. Si vous n'avez pas l'élégance, si on n'a pas cette élégance qu'il a de recevoir ces stars, cette volupté de passer d'un sujet à l'autre, parfois compliqué. Moi, je me souviens avoir fait l'émission Et si on se disait tout, j'avais sorti un livre sur le roman photo. Et puis il me dit, alors on a parlé de mon livre, tout ça, c'était très bien. Et puis à un moment, il me dit, reste parce qu'il manque du monde sur le canapé. Il y a un autre sujet qui arrive. Je dis, c'est quoi? Il me dit, est-ce que tu es pour ou contre la fermeture du bois de Boulogne? Non, parce que je savais qu'il allait au bois de Boulogne. Hein. Je lui ai pas demandé de rester par hasard. Hein. Enfin, je crois qu'il y avait une place à remplir sur le canapé. Et puis alors, d'un seul coup, arrive Gentil Berry, le maire de Paris, arrivent des prostituées, des mères maquerelles. Enfin, il y avait tout un arropage de gens. Et puis au moment où il se retourne sur moi, il me dit alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, Fabien Lecoeuf, vous êtes pour ou contre la fermeture? Alors, moi, j'étais venu parler du roman photo, je me retrouvais dans le bois de Boulogne, à un moment donné. Et alors, j'ai dit, moi, de toute façon, qu'on déplace ou pas la prostitution, c'est pas se déplacer, qu'on la ferme ou pas la prostitution, elle se déplacera, comme depuis que le temps existe. Et alors là, je me fais insulter par une qui était pour, l'autre elle était contre, l'autre elle me défendait. Je me dis, mais le lendemain, quand je vais sur le marché, les gens ils me disent, vous avez fait un livre sur le bois de Boulogne? Je dis non. Parce que les gens, ils avaient tellement un sujet important qu'ils menaient avec une espèce d'élégance pour passer d'un sujet. Mais ça, c'est un vrai talent. Il y a très peu de gens dans les années 80-90 qui pouvaient faire ça. C'était Michel Drucker et Patrick Sabatier. Ouais, mais Patrick il faut le rappeler. Il était extrêmement classe. Moi, je vous adorais et je vous adore toujours. Vous aviez une classe naturelle. Voilà, ça s'invente pas. Vous ne trouvez pas? Non, c'est pas Patrick Sabatier. Ce que je trouve que personne ne dit ici autour de ce plateau, je vais le dire parce que je suis sensible à la notion de concept de télé, c'est que le mec qui est en face de nous, contrairement à Drucker ou d'autres, sont d'immenses personnages, il a inventé la nouvelle télévision. Il a inventé des concepts de télé. Vous voyez, moi, par exemple, quand on parle de Bataille et Fontaine, on parle d'un rideau. On parle d'une loge. Alors, on parle, oui, des gens qui viennent pleurer ou rire avec nous, etc. Mais il y a un concept, une décision. Patrick, c'est la première personne, et j'ai eu envie de faire de la télé grâce à des gens comme lui, et grâce à lui surtout, qui a inventé des émissions où on mettait l'émotion, on prenait des stars, on prenait ce qu'on veut. Sauf que ça, d'autres le faisaient. Lui, ce qu'il en faisait, c'est un truc avec un rituel particulier, avec des mécaniques, des stimuli particuliers. Et dans toutes ces émissions, il y avait ça. Tu peux faire le jeu de la vérité. Drucker, il a reçu 300 fois Delon. Il n'a jamais reçu Delon comme Patrick Sabatier a reçu Delon. Ah, c'est vrai. Ouais. Et tu peux le dire pour toutes les stars, toutes les grandes émissions d'accueil. Jean-Pierre Foucault, il a fait les plus belles émissions du monde de variété. Patrick en a fait quelques-unes. Mais jamais les émissions ont marché autant et ont été aussi fortes que quand il y avait un concept aussi fort que ceux de Patrick Sabatier. Et quand il dit, modestement, je prenais ma petite feuille et j'écrivais une idée, puis après j'allais voir TF1, puis on me disait, ah, c'est de la merde, ça ne marchera pas. Mais il a raison, c'est ça, sa force. C'est qu'il prenait sa petite feuille et il avait une idée que les autres n'avaient pas. Voilà. Ouais, bravo, c'est vrai, ça. C'est vrai, mais... Oui, c'était une télé inventive. Patrick, est-ce que vous bossez sur un projet, là? Alors, je suis venu dans cette émission il y a quelques semaines. On était ensemble, je me souviens.
Et j'avais dit que je n'avais rien ou j'étais en train de travailler sur quelque chose. Depuis, j'ai beaucoup travaillé. Ah, génial. Et je crois... une info, Patrick Sabatier. Je crois que j'ai quelque chose. Cyril est d'ailleurs au courant puisqu'il m'a appelé pour savoir exactement. Est-ce que les téléspectateurs peuvent avoir une tendance? Je crois que pas forcément d'ailleurs présenté par moi. Je pense que d'autres pourraient le faire très bien. Mais je pense que j'ai quelque chose là, je pense. Alors, attendez, c'est une émission, juste une émission télé, une émission qui s'adresse... C'est une grande émission de télévision à l'ancienne. Ah, génial. Genre, ah non mais ça c'est génial. C'est surtout pas à la mode. Surtout pas à la mode? Ah oui. Ah bah c'est pour moi alors. Hein. Oh, bah voilà, Avec plaisir. Tu sais pourquoi, Pascal? Parce que quand même, il faut le dire, Patrick Sabatier, pour nous, quand on est arrivé juste un peu après, à peine, hein, c'était le rêve total. Je veux dire, toutes ces émissions, c'était un rêve, on rêvait de ça. Et il nous a ouvert aussi la porte et on a tous envie de devenir Patrick Sabatier un jour à la télévision. Oh, c'est génial, mais c'est vrai. Et là, Patrick Sabatier est en train de retravailler sur un concept. Moi, j'ai hâte de savoir et de voir. Oui, mais à quelle échéance, Patrick? Il faut nous donner une petite deadline. Là. J'ai aucune échéance, je ne sais pas. J'y vais tranquillement. Déjà, vous savez, une idée, elle peut se trouver en 2 secondes, comme passer 6 mois. Hein. C'est en prime? Oui, j'adore. Oui, c'est une grande émission. Oui. En prime, en direct? Ouais, sur la chaîne. Écoutez, je travaille. Ce ne sera pas forcément pour moi. Si ça se peut, elle ne verra pas le jour, car il faut convaincre des patrons. J'ai besoin de beaucoup de moyens pour l'émission. Je sais qu'aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Et la seule chose que je peux dire, c'est que je ne sais faire que ce que je sais faire. Aznavour me disait, on écrit toujours la même chanson, et moi, je ferai toujours la même émission. C'est beau. Voilà. Patrick Sabatier, merci beaucoup, en tout cas, j'adore. Moi, je suis tellement contente de vous voir, mais c'est vrai, c'est sincère. Demain, face à Hanouna, Cyril sera de retour. Demain dimanche, Cyril sera de retour. Ce sera la dernière de la saison. Carla Bayet, un Père Noël pour ça, parce que toi, c'est ta dernière. C'est ça, Carla Bayet, un petit Père Noël. Il recevra Ariel Dombal et Sami Nasri. Merci beaucoup. Et restez sur C8, évidemment. À lundi.